Donc voilà, bonjour à tous. Donc on poursuit notre petit programme de sensibilisation au numérique responsable. Donc c'est un programme qui a été mis en place et porté par la Technopole Castres-Mazamet en partenariat avec l'agence EDF Hydro Une Rivière un Territoire, représentée par Marc Verleyen. C'est un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur parce qu'on sait tous à quel point le numérique est omniprésent dans nos activités. On a fait une première session il y a 2 mois de ça à peu près qui donnait un petit peu des chiffres, du contexte pour sensibiliser les entreprises et les différents salariés à cette problématique du numérique en entreprise. Et on a fait ensuite une expérimentation de quelques jours pour pratiquer quelques bons outils, quelques bonnes méthodes. Et ce soir, c'est la dernière étape de notre programme de sensibilisation qui va constituer en fait en une restitution de bonnes pratiques, de retour terrain de la part d'entreprises matures, très matures en la matière. Donc forcément des choses et des inspirations pour tous ceux qui voudraient mettre en place cette transformation. Voilà, donc nous, à la Technopole, notre mission est d'accompagner les entreprises dans le domaine de l'innovation. Et le Green IT est une dimension, est une pratique innovante que nous soutenons et que nous allons essayer de disséminer au sein des entreprises qu'on accompagne. Je ne serai pas beaucoup plus long pour ma part sur la partie Technopole. Je voulais laisser également le micro à Marc d'EDF pour qu'il nous présente en 2 mots la sensibilité qu'a EDF sur ce sujet-là. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet avec Martin, qui, donc par le partenariat que nous avons à tous les co, animera demain de mettre cette table ronde virtuelle. Marc, si tu veux dire quelques petits mots. Oui, très rapidement, parce que le sujet, la Technopole et Une Rivière un Territoire ont noué un partenariat avec l'idée sous différentes formes, de concourir à la dynamique économique du territoire. Et là, en l'occurrence, on a pris le thème du numérique responsable comme idée de chantier en 2022, une idée inspirée d'une expérimentation conduite en 2021 au sein du groupe EDF à l'initiative d'une structure qui s'appelle la délégation régionale. Et je crois que Muriel Biasiato est ce soir. Donc, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté et on s'était dit, tiens, ça serait intéressant de proposer de décliner cette démarche à certains de nos partenaires. Et en l'occurrence à Castres-Mazamet Technopole, parce que ça se présentait un petit peu comme une évidence. Voilà, et donc moi je suis ravi là d'avoir ce moment de partage avec vous pour faire le bilan et puis pour peut-être réfléchir d'ores et déjà à l'avenir. Et je vais laisser le soin aux experts maintenant de prendre la main et de s'exprimer. Parfait, merci. Mais Martin, écoute, on te laisse la baguette. Eh bien, merci beaucoup Yann, merci beaucoup Marc pour cette introduction. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire, pour le coup, webinaire, pour parler d'un sujet qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans notre quotidien. Et Yann, tu l'as dit, il était temps, quelque part. C'est bien sûr le numérique responsable. Quelle est sa définition? Quelles sont ses ambitions? Mais aussi, quels sont ses premiers succès? C'est ce qu'on va voir avec nos intervenants du jour. On va également voir comment l'appliquer au sein de nos organisations. Et puis, évidemment, on aura aussi des conseils pour ceux qui sont intéressés pour essayer d'en savoir un peu plus et de l'intégrer dans les organisations. Alors, comme nous sommes en visio, Yann, tu l'as dit, je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras, mais ça c'est fait. On va commencer par un premier tour de table. Il y a un slide, mais je vais quand même également saluer nos différents intervenants en même temps que je les présente. On va commencer avec Agnès Fressinet. Agnès, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue. Vous êtes conseillère environnement-énergie au sein de la CCI de Toulouse-Haute-Garonne. Vous travaillez depuis 20 ans sur l'impact environnemental des entreprises au sein de la collectivité. On va y revenir tout à l'heure avec vous. À vos côtés, dans ce webinaire, il y a également Telman Azarmad. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir convié à cet événement. C'est toujours un plaisir, d'autant plus que j'avais déjà l'occasion d'intervenir il y a 2 mois à l'un des premiers événements que Yann et la Technopole avaient organisé. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche en économie au sein de la direction R&D du groupe EDF. Nous aurons également Julien Rouet. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, vous êtes responsable engagement social et environnemental au sein du groupe Pierre Fabre. On va voir comment le numérique responsable est intégré au sein de notre entreprise. Jean-François Capla, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes coprésident et cofondateur du groupe ISIA en charge des activités numériques responsables dans le groupe. On verra que c'est une réflexion que vous avez déjà depuis quelques années et on va profiter de votre témoignage. Et on termine ce tour de table avec Emmanuel Laroche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert numérique responsable soutenable également, vous avez à dire, chez Airbus Commercial Aircraft. Mais vous êtes aussi, c'est à ce titre que vous intervenez aujourd'hui, directeur adjoint de l'Institut numérique responsable. L'Institut numérique responsable, un institut qui a pour but de fédérer les organisations qui veulent œuvrer dans ce sens. On va y revenir. Donc, voilà pour le tour d'horizon des participants. Si vous avez des questions, chers publics, eh bien, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Yann va se charger de les modérer. On les verra dans une deuxième partie de cette table ronde. Et avant de passer la parole à nos différents intervenants, on va commencer par un premier état des lieux sous forme de présentation avec vous, Emmanuel Laroche. C'est pour ça que je vous ai présenté en dernier. On va voir un petit peu, mais déjà peut-être aussi pourquoi s'occuper de ce qu'on a le Sustainable IT, c'est-à-dire le numérique responsable. Vous avez des présentations sur les enjeux notamment à nous faire partager. Tout à fait. Donc, normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Et on le voit, c'est très bien. Voilà, très bien. Donc, effectivement, hein, ce en anglais, on l'a traduit par numérique responsable. Moi, je préfère parler de soutenable puisqu'on définit le développement durable en traduisant Sustainable Development, mais on pourrait dire que le non soutenable n'a que déjà trop duré. Donc voilà, responsable, c'est un peu vague. Soutenable, au moins, ça mérite d'être défini par l'ONU avec les 3 piliers. People, Planet, Prosperity, donc les personnes, les populations, la prospérité et non le profit, et puis bien sûr les impacts environnementaux. Alors, si on devait définir ce numérique responsable au numérique soutenable, je dirais que c'est la convergence entre les deux transitions que nous vivons dans ce siècle. Une première que nous vivons pleinement dans nos vies professionnelles et personnelles, la transition numérique. Et une deuxième que l'on vit quand même beaucoup moins au quotidien, qui est la transition énergétique, environnementale et sociétale. Et tout l'enjeu est de rendre le numérique plus soutenable et plus résilient. Alors, quelques chiffres, hein, juste pour de grandeur. Aujourd'hui, on a plusieurs études convergentes et indépendantes qui estiment que 4% des gaz à effet de serre d'origine humaine sont associés à l'informatique lorsqu'on raisonne en cycle de vie. C'est-à-dire ce n'est pas que la consommation énergétique de l'IT, c'est en prenant en compte tout ce qu'il a fallu pour fabriquer les équipements et pour extraire les matières pour fabriquer ces équipements, et ce jusqu'à la fin de vie où il faudra les recycler ou les retraiter. L'ordre de grandeur est celui de l'aviation civile. L'aviation civile communique sur 2,5% du CO2. Par contre, l'IT est en croissance de 6 à 8% par an. Et donc, à ce rythme-là, on pourrait dépasser le secteur automobile à horizon 2030-2035. Alors, ce n'est pas du tout intuitif. Quand on est un grand groupe aéronautique ou un grand groupe industriel, aujourd'hui, il y a une pression très, très forte de la part des actionnaires sur l'exposition environnementaux et sur les risques que l'on induit. Et si on veut se convaincre des raisons pour lesquelles les actionnaires sont si inquiets, je vous invite à suivre le lien qui est un article vers le Wall Street Journal. Donc cet article a été publié début 2019 et c'est sur la société PG&E, donc Pacific Gas and Electricity Company, qui est un petit peu le pendant d'EDF, mais en Californie, et qui alimente la Silicon Valley en électricité. Donc on pourrait se dire que cette entreprise, qui alimente un secteur en croissance à 2 chiffres et avec un vecteur énergétique que tout le monde souhaite pour décarboner, avait un futur tout tracé devant elle. C'était sans compter sur les risques liés au réchauffement climatique, puisque cette entreprise a été responsable des incendies de Paradise. Donc je vous rappelle, plusieurs milliers de maisons brûlés et 86 morts. Les conséquences financières de ce désastre représentaient juste leur chiffre d'affaires annuel. Donc, une entreprise de cette taille s'est retrouvée en banqueroute et a traversé 18 mois de banqueroute. Je vous invite aussi à aller voir le cours de l'action de ce groupe et vous verrez qu'il n'est toujours pas revenu à son cours avant décembre 2018.
Donc, il y a des enjeux stratégiques forts pour les entreprises et je vais l'illustrer aussi avec une autre planche issue cette fois du World Economic Forum. Alors ça, c'était la page 3 du rapport du World Economic Forum sur les risques pour l'économie mondiale. C'était en janvier 2020, donc avant la pandémie que nous avons connue. Et je ne vais pas détailler chacun des 8 risques, simplement si on focalise sur les 9 principaux qui sont les plus hauts en termes de probabilité et en termes d'impact mondial, vous voyez que parmi les 9 principaux, il y en a 6 qui sont environnementaux, avec météo extrême, échec sur le réchauffement climatique, perte de la biodiversité, crise sur l'eau. Il y en a 2 qui sont reliés directement à l'informatique, cyberattaque massive, effondrement de l'infrastructure. Le 9e, plus bas en termes de probabilité d'impact, c'était maladie infectieuse au pluriel, dont on a eu une petite illustration. Au singulier. Donc, la nature est très créative et peut en inventer de nouveau. Alors là, on était en janvier 2020. En 2021, le risque avait été revu un petit peu différemment. Mais je suis désolé, le Covid étant avéré, ça n'était plus un risque. Et donc, il est plus intéressant de regarder le rapport de 2022. Et cette fois-ci, ils ont pris différents horizons de temps. Donc, ils ont regardé à court terme, 0 à 2 ans, à moyen terme, 2 à 5 ans et à long terme. Et on voit à chaque fois les risques sociétaux en rouge et les risques environnementaux en vert, et le vert qui remonte dans le degré de niveau de risque en termes de conséquences et de probabilité. Et lorsqu'on se projette à 5 à 10 ans, les 5 premiers risques sont des risques environnementaux. Donc, ne pas se préoccuper de ces sujets-là lorsqu'on est une entreprise, c'est définir une stratégie de manière aveugle. Et ce qu'il y est très spécifique à l'IT et qu'il faut garder en tête, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas regarder que la consommation énergétique, et c'est particulièrement vrai en France où l'IT va consommer de l'électricité qui est déjà fortement décarbonée. Par contre, si on veut avoir les impacts globaux de l'IT, il faut garder en tête que 70% des impacts environnementaux sont liés à l'extraction des ressources nécessaires à la fabrication des équipements. C'est même pas lié à la fabrication des équipements eux-mêmes, même si c'était en Chine, si fait en Chine ou en Asie du Sud-Est, avec des mix électriques fortement plus carbonés. C'est vraiment l'extraction des ressources. Et même si on relocalisait la production de ces équipements, ça ne changerait rien à l'impact des ressources. A priori, on ne ramènera pas les sources, on ne ramènera pas les mines en France. On aura quand même du mal à réouvrir celles qui ont jusqu'ici été fermées. Et en fin de cycle de vie, 70% des déchets électroniques que nous gérons alimentent un trafic international. Alors, ce sont des chiffres juste incroyables, mais je vous invite à aller voir. Le documentaire que j'ai mis là est en anglais et en allemand, mais il y a eu un documentaire publié sur France 5 par Le Monde d'en face qui s'appelait Déchets électroniques, le grand détournement, qui confirme ces chiffres, et c'est très facile à confirmer, puisque d'une part, Interpol travaille sur ce trafic international et les confirme, et ils y travaillent de longue date. Ils estiment que c'est aussi lucratif que le trafic de drogue et que le chiffre d'affaires est à peu près le même, alors que les risques ne sont pas du tout les mêmes. Et puis d'autre part, pour les journalistes, c'est assez facile de prendre quelques déchets électroniques, de mettre des trackers GPS dedans, de mettre ça sur la voie publique avant le passage des encombrants, et puis de voir où ils perdent le signal. Donc s'ils perdent le signal en Europe, dans un centre de recyclage, tant mieux, ça s'est bien passé. Si c'est dans un centre d'enfouissement ou dans un incinérateur, déjà, ce n'est pas normal, c'est en transgression de la réglementation. Et dans 7 cas sur 10, ça va partir un peu partout sur la planète, et particulièrement dans les pays du Sud, le Nigeria, le Vietnam, l'Inde. Voilà un exemple, je passe rapidement, de résultats d'analyse cycle de vie sur des équipements IT. Où vous voyez en bleu la partie liée à l'extraction des ressources. Donc ça, c'est sur un critère unique qui est le réchauffement climatique. Et ce sont les différents impacts des phases de cycle de vie. Donc en bleu, l'extraction des ressources. En jaune, la distribution des équipements. En orange, l'utilisation des équipements. Et en vert, la fin de vie, où on récupère un petit peu de recyclage, mais quand on a perdu tout le reste. Donc ça, c'était juste pour définir qu'on a, je vous disais, à la convergence des deux transitions, on devra. Aujourd'hui, on a surtout des conflits d'usage avec une demande d'électricité du secteur IT qui va croissante et qui a dépassé les 2500 TWh, là vraiment en consommation directe,
avec aussi un conflit sur l'eau, et on peut l'illustrer avec ce qui s'est passé sur les puces électroniques. Personne ne connaissait Taiwan Semiconductor Manufacturing Company au début de 2021. Maintenant, tout le monde connaît, puisque du fait de la sécheresse sans précédent qu'on a eue à Taïwan au printemps 2021, choisir entre alimenter les populations, l'agriculture et l'industrie de l'électronique. Le choix a été fait et donc à l'autre bout de la planète, nous n'étions plus capables de livrer les véhicules automobiles ou de recevoir le renouvellement de nos PC. Conflit d'usage aussi sur certains métaux. Je vais citer le néodyme parmi les terres rares qui est utilisé dans tous les aimants permanents. On pourrait citer d'autres métaux rares comme le gallium et l'indium qui sont des coproduits, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de mine de gallium ou d'indium. Ce sont des coproduits de l'exploitation du fer et du cuivre. Et donc, pour augmenter la quantité de gallium et d'indium, il faudrait augmenter la quantité de fer et de cuivre qu'on produit, donc potentiellement écrouler leur cours, sachant que déjà, sur le cuivre, on a une raréfaction, puisque la concentration du minerai du principal exportateur qui est le Chili a été divisée par 2 en 20 à 30 ans. Donc on voit qu'il y a déjà une tension. Et le gallium et l'indium, par exemple, sont utilisés dans toutes les applications optroniques. Donc vous avez votre smartphone à côté de vous. Si vous avez un écran tactile, c'est grâce à l'indium. Si vous êtes en communication par fibre, au début et à la fin de la fibre, vous avez du gallium et de l'indium. Et dans les éclairages LED, l'élément de base de tout éclairage LED, c'est du nitrure de gallium. Et donc, sans nitrure de gallium, on n'est plus capable de faire l'efficacité énergétique sur l'éclairage. Vous avez tous vos portables à côté de vous, donc je vous invite à vous poser la question de combien d'éléments différents vous avez dans votre smartphone. Donc là, vous pouvez voir la liste de ces éléments-là et utiliser. Donc là, bravo à l'association SysExt qui a fait ce travail d'aller identifier les différents composants. Donc on voit nos batteries avec du lithium, du cobalt, c'est assez connu. On sait un petit peu moins que pour les dalles tactiles. Voilà, il faut de l'indium, il faut du silicium, du potassium. Donc voilà les différents éléments, donc entre 50 et 60 éléments. Et je vous rappelle que tous les éléments connus dans l'univers, en fait, c'est 90 éléments naturels. Donc nous avons dans nos poches les 2/3 des éléments connus sur la planète. Et lorsqu'ils sont mélangés dans un volume aussi faible, les recycler devient quelque chose de quand même très compliqué. Et les conséquences de tout ça, c'est que le taux de recyclage, là, ce sont des chiffres qui viennent de l'Union européenne, qui datent de 2019, où on voit que le taux de recyclage effectif du lithium en Europe, c'est 0%. Le gallium et l'indium dont je vous parlais, 0%. Alors le néodyme, là, il ne figure pas, il est dans les terres rares en dessous, c'est 1%. Mais on peut voir que ces taux de recyclage sont très faibles. Donc la matérialité du secteur IT que l'on oublie parce qu'on a tout le temps tendance à penser que c'est immatériel et que voilà, c'est un peu évanescent, c'est sur le cloud, tout va bien, c'est loin de nous. Non, les impacts existent réellement et rien que sur cette planche, on est capable de dire que l'IT n'est pas durable et va devoir se remettre en question. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'informatique dans 30 ans, je suis juste en train de dire que l'informatique telle qu'on le connaît va devoir se remettre en question. Ça tombe bien, c'est un secteur qui est plutôt qui a plutôt de grandes capacités d'adaptation. Emmanuel, votre tableau qu'il y a PB 75%, c'est quoi? C'est le plomb que l'on arrive à C'est bien le plomb, recycler? alors il est très bien recyclé parce qu'il a été, les batteries au plomb, c'est surtout dans nos voitures. Et le secteur automobile a subi de très fortes contraintes réglementaires sur le recyclage du plomb. Et le recyclage, voilà, le résultat, c'est qu'on a un taux de recyclage qui est le meilleur en fait. Mais on peut voir aussi qu'au passage, il y a quand même 25% du plomb qui est perdu et qu'on ne récupérera pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout ça? Ce que je retiendrai moi, c'est que voilà, l'IT tel qu'on le connaît va devoir se remettre en question et qu'il va falloir qu'on bascule vers beaucoup plus de circularité, vers le fait de comprendre que certes, ça n'est peut-être pas rentable aujourd'hui de recycler nos équipements et que c'est peut-être beaucoup plus rentable de les exporter et de les avoir recyclés par des enfants au Ghana dans l'irrespect total de normes sociétales et environnementales. Mais ça devient un enjeu stratégique et ces planches-là sont tirées de rapports de l'Union européenne sur ce qu'on appelle les critical raw materials, donc les matières premières critiques. Et c'est un enjeu de souveraineté
de se préoccuper de ça, parce que, comme je vous l'ai dit, les mines ne sont pas chez nous, la fabrication des équipements, des composants n'est pas chez nous, et la pénurie que l'on a vécue sur les puces électroniques s'est étendue depuis à tous les composants électroniques. Très bien. Est-ce qu'on voit la présentation? Parce que moi, j'ai plein de questions. Je crois que j'étais arrivé où je voulais aller, puisqu'après, ce sera plutôt comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une démarche pour améliorer tout ça. Très bien. Emmanuel, merci beaucoup pour cette entrée en matière et ce constat, qui est quand même un constat assez inquiétant et assez alarmant. Ce que je comprends, c'est qu'il va falloir changer nos modèles sur les rebonds et sur l'obsolescence programmée. Il faut peut-être appeler un chat là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par faire réagir nos différents intervenants. Agnès Fraissinet, vous avez suivi la présentation d'Emmanuel. Déjà peut-être sur la définition ou la problématique du numérique responsable. Est-ce que vous souhaitez compléter les propos de M. Laroche? Ah non, absolument pas. Non, l'expert, c'est lui. Non, bien sûr, il a super bien résumé, évidemment, voilà, la situation. Voilà, je trouve que c'était une très bonne entrée en matière, effectivement, une très bonne mise en place, en fait, du tableau du sujet du numérique soutenable. Très bien, le numérique soutenable. Sur la définition, on est d'accord également. Comment vous voyez les choses? Oui, tout à fait. Effectivement, plutôt que de numérique durable, effectivement, je rejoins aussi Emmanuel sur le sujet de la question effectivement que ce soit soutenable et de faire en sorte effectivement que ce numérique voilà, soit à la croisée. J'ai eu déjà de dire qu'effectivement, quand il parlait de transition, on est sur effectivement au carrefour de deux enjeux de transition numérique et environnementale, et qu'effectivement, l'une ne pourra pas aller sans l'autre. Ça, c'est une réalité et c'est une réelle nécessité. Alors, comment est-ce que vous travaillez au sein de la CCI sur ces questions-là? Alors, déjà, le rôle d'une CCI, voilà, c'est d'accompagner quand même au quotidien les entreprises dans leur acte de créer, produire, communiquer, gérer, mais également aussi veiller. On est là aussi pour effectivement de capter les sujets émergents. Et celui du numérique responsable, effectivement, il a été dans les années 2016-2017. Et c'est comme ça, en fait, qu'a été montée l'opération Green Concept, qui a été montée par mon collègue Christophe Ernick, à qui je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Voilà, une opération quand même qui était portée par lui, mais qui était collective au niveau de la CCI Occitanie et au niveau de la région Occitanie, et également qui était financée par l'ADEME et la région. Voilà. Alors, cette opération, elle consistait en quoi, si on doit rentrer un petit peu plus dans le détail? Alors, cette opération, en fait, elle a eu pour but d'accompagner 28 entreprises sur la région Occitanie. Et d'ailleurs, on a une des 28 entreprises présentes également avec nous aujourd'hui. Voilà, je vais parler d'Isia. Donc, elle avait pour but, effectivement, de toucher plutôt des petites entreprises et de les accompagner, effectivement, de les sensibiliser sur la question du numérique responsable. Et également ensuite, de choisir avec elles un service numérique, quel qu'il soit, et de voir de quelle manière il pouvait être effectivement amélioré. Et ça a eu, au final, sur les 28 entreprises accompagnées, quand on a mesuré les impacts, on a eu une diminution d'impact en moyenne, des impacts environnementaux, de l'ordre de 60%. D'accord, donc des actions qui ont été concrètes, on va dire, sur les répercussions. Est-ce que ça veut dire que ce type d'action, vous continuez aujourd'hui à les mettre en œuvre avec d'autres entreprises? Alors, cette opération, hélas, effectivement, elle s'est terminée. Elle s'est déroulée de 2017 à 2019. Mais effectivement, notamment Christophe, qui a été l'initiateur, a voulu faire perdurer effectivement ce sujet-là pour toujours apporter un accompagnement et un service aux entreprises, et notamment par le biais de la production d'une formation que j'ai eu effectivement l'occasion, moi, de dupliquer sur Toulouse. Donc, j'ai dupliqué la formation éco-conception de services numériques qui était proposée par Frédéric Bordage et qui est toujours d'ailleurs sur l'Hérault. Moi, je me suis rapprochée d'acteurs locaux et des professionnels du sujet du numérique responsable pour effectivement transformer ces formations en formations sur l'éco-conception de sites Internet, l'éco-conception de logiciels avec un programme chef de projet, un programme développeur. Et dernièrement, la toute nouvelle, une formation également sur le sujet du numérique responsable qui, là, pour le coup, ne s'adresse pas uniquement aux professionnels du numérique, mais à toute entreprise qui souhaite effectivement s'inscrire dans ce type de démarche.
Très bien. Alors, tout à l'heure, on reviendra avec vous sur les conseils peut-être justement à prodiguer pour les entreprises qui sont intéressées. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur une notion importante. C'est, certes, il y a la difficulté d'approvisionnement, l'impact écologique, mais vous dites également que cette démarche, elle a aussi un impact sur le gain économique d'une entreprise. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pour ça, en fait, voilà. Donc, du coup, ça me permet juste de revenir. Voilà, j'ai été présentée comme étant une experte. Je ne suis pas une experte du numérique. Moi, je suis ici au monde, effectivement, plutôt de la maîtrise des impacts environnementaux. Et force est de constater, depuis de nombreuses années où je travaille dedans, qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est beaucoup pris auprès des entreprises parce que difficilement valorisable, voilà, d'un point de vue économique. Et effectivement, le sujet du numérique responsable, alors déjà, il est super intéressant, je trouve vraiment passionnant. Hein, et au-delà de ça, effectivement, ça amène des gains économiques parce que implicitement, en fait, on va viser effectivement à réduire notamment la partie soft pour faire durer plus longtemps ces fameux équipements qui sont donc polluants lorsque l'on est amené à les fabriquer. On est amené également à rationaliser le nombre d'équipements par utilisateur. Et tout ça, au final, effectivement, fait qu'on a voilà, également des gains économiques et également aussi des gains au niveau de l'accès sur le nombre d'utilisateurs qui sont en capacité de pouvoir également lire, utiliser des logiciels, des applications. Est-ce que ce gain, il est mesurable aujourd'hui par le biais d'études que vous auriez pu faire, Agnès Fressinier? Alors moi, je n'ai pas mené d'études sur le sujet. Des fois, il y a quelques entreprises qui ont mis en place ce type de démarche qui sont en capacité de pouvoir effectivement indiquer à travers une moindre place prise au niveau des serveurs et autres qu'elles ont gagné quelques euros. Mais c'est vrai qu'on est encore aux prémices, voilà, de la mise en place de métriques sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore un peu trop peu de retours. Mais intuitivement et du bon sens, on voit très bien qu'effectivement, il y a bien sûr derrière un gain économique. Très bien. Écoute, on va revenir avec vous dans quelques instants sur tous ces aspects. On va passer la parole à Talman Azarmad. Vous êtes toujours là? Oui, je vous vois. Parfait. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche en économie au sein de la direction R&D du groupe EDF. Le numérique responsable pour EDF reprend évidemment les éléments que l'on vient de voir. Et puis également, vous l'abordez sous la forme de 3 principaux piliers. Est-ce qu'on peut les rappeler? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je vais à la fois vous décevoir parce que ce qu'ont dit mes 2 précédents collègues, on y souscrit entièrement chez EDF, mais c'est vrai que le numérique responsable, c'est un concept qu'on a essayé d'étudier tant sur le plan scientifique qu'opérationnel chez EDF, et on se rend compte qu'il n'y a pas une seule vision du numérique responsable, mais allez, je dirais un ensemble de principes qui sont plus ou moins repris et promus par les différents acteurs qui se penchent sur cette question-là et qui vont, selon les cas, favoriser, sans porter de jugement ici, mais un angle particulier du numérique responsable plutôt qu'un autre. Alors, je dirais, pour contribuer à la réflexion collective, nous, à la R&D d'EDF, si vous voulez, on voit le numérique déjà comme une belle opportunité pour transformer nos processus, pour essayer, alors ça vient d'être dit à l'instant, pour essayer d'avoir des gains de productivité sur notre chaîne de valeur, pour innover, évidemment, dans un monde où je dirais les ruptures technologiques ont des cycles de plus en plus courts. Et bien entendu, je dirais, pour continuer à proposer tant à nos collaborateurs qu'à nos clients, des outils qui sont toujours plus performants, à la pointe de la technologie et aussi en phase avec notre raison d'être, c'est-à-dire aller vers un avenir énergétique qui soit neutre en carbone. Du coup, alors d'une part, on considère que le numérique, oui, c'est un formidable levier de création de valeur, notamment sur le plan environnemental, sur les aspects décarbonation, mais évidemment, comme Emmanuel l'a très très bien rappelé, quand on parle de cloud, de dématérialisation, de virtualisation à tout va, en fait, le numérique, c'est tout sauf un univers immatériel, c'est-à-dire qu'il y a une phrase qui dit on ne dématérialise jamais vraiment, on rematérialise toujours ailleurs, ce qui représente des centaines de milliards de terminaux, d'objets connectés, de réseaux de communication. Donc du coup, pour EDF, le numérique responsable, c'est surtout pas moins de numérique, bien au contraire. C'est comment accélérer le déploiement de tous nos services numériques et continuer à les rendre vertueux
pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique qui sont matérialisés alors, par les accords de Paris, la COP 21 qui préconisait de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés Celsius par comparaison à 90. C'est les principes de la stratégie nationale bas carbone à un horizon 2050. Ce sont les principes de la programmation pluriannuelle de l'énergie, que nous, on ne peut pas ignorer en tant qu'énergéticiens. Donc, en fait, comment accélérer le déploiement de tous nos services numériques dans cette optique de lutter contre le changement climatique, de décarboner, mais tout en réduisant leur empreinte environnementale, et un troisième pilier qui est de les rendre plus inclusifs. Donc en fait, utiliser d'une part, premier pilier, le numérique comme outil de décarbonation. Deuxièmement, réduire l'empreinte environnementale de ce numérique, qui est une composante à part entière de presque tous nos usages. Et troisièmement, rendre ce numérique plus accessible, plus éthique, plus inclusif. Alors c'est un petit peu le mot à la mode ces temps-ci, mais pour tous nos usagers. Et à plus forte raison dans un monde où en fait, la fracture numérique, elle se creuse. Je lisais encore l'autre jour un article qui disait que je crois 35%, plus d'un Français sur trois, ce qui est énorme, éprouvait au moins une forme de difficulté qui leur empêchait d'utiliser pleinement les outils numériques ou la navigation sur Internet. Donc, ce qui est énorme et ce qui représente un défi considérable pour, d'une part, les pouvoirs publics, mais également les grandes entreprises, les entreprises. Donc, nous, EDF, comme grand groupe, mais également les PME, les TPE. Ma collègue juste avant en parlait. Comment faire en sorte que le numérique soit plus accessible pour tous ces usagers et que voilà, les innovations puissent être démocratisées pour tout le monde dans un avenir proche. Voilà. Alors, Telman, merci pour cette première entrée en matière. Sans vous lancer dans une grande litanie des actions que réalise le groupe, mais comment on fait concrètement quand on a un grand groupe comme EDF pour avoir du numérique responsable? Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, je veux dire, comme vous le dites, il y a plein d'actions qui sont faites. Je dirais que je vais vous donner 2-3 actions basées sur nos travaux, nous, à la R&D, qui font écho à ce que Yann disait en introduction. La première action, alors elle peut paraître très, très naïve et bête, mais ça va être tout bonnement de communiquer et de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux numériques responsables. Alors, encore une fois, dit comme ça peut paraître très, très simple, mais je peux vous assurer que la méconnaissance sur le sujet, Emmanuel d'ailleurs en a aussi un petit peu parlé, elle est bien réelle et j'ai envie de dire presque normale. Non pas parce que les gens ne sont pas curieux, mais parce qu'ils ne soupçonnent pas, je pense, l'impact du numérique sous toutes ses formes dans la société. On peut avoir, on a tous, je dirais, un ou plusieurs téléphones mobiles sur notre bureau ou dans notre poche, on a tous un ordinateur portable et au moins, je dirais, un écran supplémentaire quand on travaille dans notre vie de tous les jours. On regarde tous des vidéos sur YouTube, on regarde tous nos mails, on en envoie plein, on stocke tous des fichiers sur des serveurs. Et en fait, si je résume, qui pourrait croire que tous ces usages du numérique qui sont parfaitement banal et démocratisés, voire même incités quelque part par la nature de notre travail, en fait, vont causer des dommages de long terme sur les enjeux climat. Donc pour ça, à EDF, on a développé une multitude d'outils qui sont accessibles à tous nos collaborateurs, tous nos salariés, pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle par rapport au numérique responsable et surtout comment contribuer de manière individuelle et collective à cet effort, par exemple à travers des actions vertueuses, des éco-gestes, des pratiques qui remettent en question parfois certaines habitudes acquises de longue date. Alors ces actions, ça va être des vidéos pédagogiques, ça va être des MOOC, des formations en ligne, ça va être des présentations sur le sujet, sur lesquelles d'ailleurs nous à la R&D on est régulièrement sollicités pour apporter un regard scientifique et faire en sorte que nos collègues de tout le groupe EDF et quelques ordres de grandeur qui soient intelligibles. C'est un espace dédié sur notre portail intranet. Ce sont des conseils qui sont mis à disposition par la direction de la transformation et de l'efficacité opérationnelle de EDF, qui chapeaute tout ce qui est service IT et télécom, tout ce qui est DSI du groupe EDF. Donc voilà, tout un processus d'acculturation qui est loin d'être négligeable et qui a le mérite de faire prendre conscience aux gens que le numérique peut et doit être utilisé aussi de manière plus responsable. Alors, en fait, quand je dis ça, les petits malins Oui. Juste une petite précision. Bien sûr, je parlais juste
des vidéos pédagogiques. En fait, les petits malins qui m'écoutent pourraient me dire, en fait, ça peut sembler a priori contradictoire hein, de faire des vidéos pédagogiques sur un usage peu responsable du numérique, hein, de mettre en ligne des vidéos. En fait, si vous voulez, c'est peut-être, ça fait écho à un deuxième point que je peux dire, c'est que en complément de cet aspect sensibilisation, acculturation, on essaye vraiment de transformer nos processus numériques à leur source. Emmanuel en a un petit peu parlé. Il parlait notamment des analyses de cycle de vie. Faire en sorte que demain, on puisse se lancer, nous, et on commence à le faire petit à petit, hein, dans des ACV, analyse du cycle de vie de services numériques. Ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui sur nos actifs de production, hein, les centrales nucléaires, les centrales hydrauliques, les centrales éoliennes, solaires. En fait, demain, comment faire en sorte que ces processus d'ACV, ils puissent devenir demain des outils d'aide à la décision pour nos développeurs, pour nos DSI. Et c'est dans ce sens que leur donner des billes hein, à travers nos travaux scientifiques, c'est un pas supplémentaire. Et un deuxième point qui a été évoqué, je crois, par ma collègue juste avant, c'était autour de l'éco-conception. On s'intéresse depuis peu, alors ça fait le buzz aussi, hein, depuis quelques semaines, quelques mois, mais on s'intéresse beaucoup à l'éco-conception des services numériques, notamment des applications. Comment faire en sorte que demain, en amont, hein, ex ante, nos applications soient éco-conçues. Et montrer que derrière, faire de l'éco-conception, ce n'est pas forcément plus coûteux que de ne pas en faire. Donc voilà, tout un ensemble, je dirais, de choses techniques, hein, de processus techniques qui sont progressivement mis en œuvre dans l'entreprise et qui viennent compléter toute la politique, je dirais, de sensibilisation, tous les défis hein, qu'on appuie en tant que R&D pour nos directions métiers pour qu'ils puissent sensibiliser leurs collègues. Voilà. Alors, je ferai rebondir tout à l'heure vos camarades de table ronde sur l'analyse du cycle de vie, parce que c'est vraiment un petit peu la clé. Simplement, juste pour conclure, tout à l'heure, vous avez parlé de gestes simples auxquels vos collaborateurs ne pensaient pas forcément. Vous pensez à quoi, par exemple ? Écoutez, on a, je dirais, alors il y a des fausses bonnes idées aussi, hein, mais si je prends par exemple les box Wi-Fi, alors là, ça va peut-être être plus des actions individuelles qui ne sont pas forcément professionnelles, hein, qui peuvent être dans le cadre personnel, mais ça peut être éteindre sa box Wi-Fi, éteindre sa télé, éteindre ses appareils, privilégier certains réseaux comme le Wi-Fi plutôt que la 4G, par exemple, quand on utilise notre téléphone, débrancher ses chargeurs, avoir des smartphones qui soient plus durables. Et la politique de réemploi, par exemple, du groupe EDF, il favorise. Donc, en fait, tout un ensemble, je dirais, de gestes qui sont simples, qui sont incités hein, par nos dirigeants et qui font que même sans en avoir compte, hein, sans s'en rendre compte, on peut avoir des éco-gestes qui sont voilà, vertueux pour l'environnement et qui, cumulés, hein, qui mis bout à bout, je dirais à l'échelle d'un grand groupe, hein, en l'occurrence 150 000 salariés, peuvent faire caisse de résonance et peuvent avoir un impact plus collectif. Voilà. Merci beaucoup, Thelma. Alors, on va faire réagir Julien Rousseau, parce que je rappelle que vous êtes, Julien, responsable de l'engagement social et environnemental au sein du groupe Pierre Fabre, également une grande entreprise. Est-ce que la clé, comme le dit Thelma, c'est la sensibilisation des salariés et des personnels ? Alors, c'est une des clés. Moi, ce qui m'a marqué, par exemple, dans la présentation d'Emmanuel, c'est aussi de se dire, sur le sujet du numérique responsable, quel que soit le secteur d'activité de notre entreprise, qu'on soit une association, qu'on soit une collectivité territoriale, on a tous le pouvoir d'agir sur le numérique responsable. Il y a quelque chose aussi qui est clair, c'est qu'on est tous des usagers. Donc moi, je ne suis pas non plus un spécialiste du numérique responsable. Par contre, je pense que c'est un engagement qui est assez universel, transsectoriel. Donc, pour moi, il y a différentes clés on va dire, dans une politique de numérique responsable pour qu'elle soit un succès dans une organisation. D'abord, évidemment, il faut, même si on n'est pas spécialiste, hein, bien définir les champs d'action. Donc, ça va être d'abord le matériel informatique, les équipements, ce qu'on appelle les terminaux utilisateurs dans le jargon. Ça va être tout ce qui est application numérique sur un deuxième pan, ça va être les sites web, ça va être les data centers. Et puis, ça va être un des grands piliers aussi, va être la sensibilisation des utilisateurs pour que ça fonctionne. Et ça, c'est des choses qu'il faut mener de front. Et ça demande aussi, par contre, un bon travail de mobilisation et de community management en interne pour que ça prenne et pour que ces différents champs puissent être menés de concert. Évidemment, il faut que la direction générale soit sponsor et en général, le meilleur moyen de sensibiliser quelqu'un et au plus haut niveau de l'entreprise, ce sont les ordres de grandeur. Donc, à la fois, il faut parler au cerveau droit et au cerveau gauche, hein, comme chez beaucoup de gens à ce niveau-là. C'est pas toujours facile hein, de chiffrer des économies, si ce n'est
plus facile, c'est sur la suppression de données inutiles. Là, on peut chiffrer aussi des choses et les espaces que ça crée à un moment donné. Le fait de stocker ça dans des data centers, là, on voit les économies qu'on fait, donc ça, c'est le plus facile. Mais aussi, depuis récemment, et heureusement, la RSE est de plus en plus considérée non pas comme un centre de coût, mais comme un centre de profit. Donc, il ne faut pas le considérer comme une dépense, mais comme un investissement. Surtout comme on a des choses à vendre. Et souvent, moi, ce que je dis, ce n'est pas parce que nous, on est une entreprise industrielle, on n'agit pas dans le numérique, qu'on n'a pas notre part à faire en la matière. Et d'ailleurs, il y a une grosse demande de la part des salariés aujourd'hui et de plus en plus d'offres d'engagement que les entreprises peuvent leur proposer. Le numérique responsable est un engagement universel, donc quelque part, quelque chose sur lequel tout le monde peut agir, où qu'il soit et quelle que soit sa fonction dans l'entreprise. Donc, une fois qu'on a, on va dire, non pas forcément, même si c'est le cas chez nous, un DG qui va impulser des choses en la matière, au moins laisser sa chance, effectivement, à des collaborateurs qui sont motivés et engagés de faire leur part. Et je pense que ça sert aussi, cette question de numérique responsable, elle va être aussi fédératrice vis-à-vis des salariés. Et donc, c'est pour ça que nous, on a agi à partir de cette oreille bienveillante de la direction générale de challenge RSE, et notamment dans le cadre du Cyber World Cleanup Day, où on a mobilisé les salariés. Alors ça, je peux vous partager aussi peut-être quelques éléments de présentation si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est les chiffres aussi au-delà des discours qui parlent. Alors, le partage d'écran arrive, on va le voir arriver. Voilà, je vais mettre ça en grand. Alors, effectivement, ce que je disais pour illustrer ça, nous, on a des engagements côté Pierre Fabre en lien avec la trajectoire 2 degrés. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur ces chiffres-là. Donc, même si le numérique chez nous correspond grosso modo à gros traits à 2% de nos émissions de CO2, c'est pas parce que c'est là-dessus qu'il faut que c'est pas parce que c'est une faible part de nos émissions qu'il ne faut pas agir sur le sujet pour les raisons que j'ai évoquées. C'est pour ça qu'on a aussi engagé pour sensibiliser nos salariés sur le 3e pilier dont je parlais tout à l'heure, parce que ça ne prendra pas si les salariés ne sont pas engagés, parce qu'il y a certains salariés qui sont plus à des postes clés que d'autres, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, cette sensibilisation, elle est essentielle pour créer une dynamique d'engagement. Donc en 2021, on a réalisé ce Cyber World Cleanup Day dont l'Institut du numérique responsable est partenaire sur 2 semaines. On a lancé 2 challenges, à la fois un challenge de suppression de données, boîte mail, zone d'échange, et une collecte des vieux téléphones portables et chargeurs. On a réussi à engager 275 collaborateurs sur le sujet durant ces 2 semaines en mars 2021. On a réussi à économiser, donc ce que je disais, c'est très important aussi pour engager les personnes, les faire agir, de donner les ordres de grandeur et de donner aussi, leur permettre de mesurer, de leur faire toucher du doigt les impacts positifs de leurs actions. Donc, c'est 67 tonnes d'équivalent CO2. Donc, grosso modo, je la fais aussi à gros traits, c'est l'empreinte annuelle carbone de 7 Français. Et donc, on a des calculateurs, des convertisseurs, notamment, qui sont disponibles dans des outils numériques que met à disposition en partie et que relaye l'Institut numérique responsable, des équivalences sur des repas avec du bœuf, du repas végétarien, sur des kilomètres en voiture, sur des kilomètres en avion, sur du jean. Et donc, c'est la traduction, on va dire, de gigas en économie CO2 et en langage de la vie de tous les jours qui va pouvoir avoir un effet de prise. Et c'est cette prise de conscience qui parle à hauteur de chaque utilisateur là où il est, qui va l'engager à agir. Rebelote en 2022, puisque ça avait bien fonctionné. Alors, on n'a pas forcément engagé plus de gens parce que chez nous, Emmanuel en parlait dans sa présentation, on a subi une grosse cyberattaque au moment où on lançait le Cyber World Cleanup Day, et on l'a fait monde après avoir fait une preuve de concept France, mais ça a néanmoins bien marché, puisqu'on a économisé 100 tonnes d'équivalent CO2 avec moins de collaborateurs. Et l'enseignement de mars dernier pour nous chez Pierre Fabre, c'est que 3 collaboratrices ont fait 65% de l'impact. Ça veut dire que au-delà des mails, qui restent anecdotiques, la partie des zones d'échange qu'on a en général en double, en triple, quand on change de poste, quand on passe 15 ans dans une entreprise, il y a des choses qu'on n'efface pas. Et c'est surtout ça qui a généré énormément de réduction d'espace. Donc, ça veut dire qu'effacer les données, par exemple, ça, c'est quelque chose d'extrêmement significatif en termes de numérique responsable. Ça dépend leur poids. C'est-à-dire que, par exemple, un mail,
quand on passe énormément de temps à FSS Mail, il faut cibler. Donc, ce qu'on s'est dit l'année prochaine avec la direction des systèmes d'information, quand on sollicite, quand on adresse des call to action aux utilisateurs, il faut déjà cibler où est-ce qu'il y a les plus gros poids pour pouvoir agir dessus. Et ensuite, on transmet ça en ordre de grandeur. Ça, c'est de la sensibilisation utilisateur. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'agir sur d'autres pans significatifs. C'est aussi cette sensibilisation-là qui donne des clés à la direction générale, qui montre une dynamique d'engagement. Et cette dynamique d'engagement va nous permettre de créer une communauté au sein des salariés, communauté qui va être réactivable sur d'autres engagements RSE. Et donc ensuite, c'est là-dessus qu'on va, en créant une dynamique d'engagement interne, qu'on va solliciter des partenaires clés, comme la direction des systèmes d'information, mais aussi la DRH, les achats, qui vont être très importantes dans une politique de numérique responsable. Pourquoi la DRH? Parce qu'il y a la formation, parce qu'il y a les MOOC dont on parlait tout à l'heure, qu'on va pouvoir mettre sur l'intranet des MOOC de la formation aussi en termes de numérique responsable. Et ce challenge-là n'aurait pas eu lieu sans la DSI qui a créé ce genre de tableau que je suis incapable de créer, avec des équivalences où les utilisateurs voient en direct leur impact. C'est-à-dire qu'il y a un challenge un petit peu compétitif, inter-business unit, inter-pays qui va se mettre en place, et c'est là que les personnes vont se prendre au jeu. D'accord. Alors, peut-être pour conclure justement sur cette présentation, je vois que vous avez également mesuré les vertus humaines de votre challenge. Oui, il y a les vertus humaines, effectivement. Comme je le disais, le challenge numérique responsable est un challenge RSE parmi d'autres, entre guillemets, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il va créer une dynamique d'engagement interne vis-à-vis des collaborateurs. Il va pouvoir fidéliser et attirer effectivement aussi des talents et montrer l'engagement de l'entreprise. Parce que l'important, évidemment, ça va être de communiquer ses résultats en interne, de communiquer ses résultats en externe. Et c'est à travers ces challenges-là qu'on a pu sensibiliser une de nos franchises, Pierre Fabre Medical Care, qui a pu ensuite être bêta-testeur d'un référentiel de conception responsable des services numériques. Ça va être plutôt à partir de là à partir de la base qu'on a sensibilisé les marques, les franchises, sur quels sont les leviers pour elles en termes de métiers sur lesquels elles peuvent agir. C'est là qu'on a sensibilisé aussi la direction des systèmes d'information, qu'on leur a montré ce qu'elles faisaient déjà, parce qu'elles faisaient déjà des choses bien dont elles n'avaient pas conscience, mais aussi quelles étaient peut-être les choses sur lesquelles elles pourraient agir en termes de feuille de route. Donc ça, juste pour vous dire effectivement que c'est un moyen, ces challenges-là d'insuffler le changement, c'est un moyen de mettre en place une dynamique autour du numérique responsable en interne, d'engager des parties prenantes clés qui vont un peu comme des poupées russes, du collaborateur aux entités business, à la direction générale, à la DRH, aux achats. Et pour terminer, effectivement, je dirais, en résumé, ce qui est important, c'est cette slide-là. Pour créer une dynamique d'engagement interne, avant, on mobilise des acteurs clés. On crée un espace de partage avec les ressources nécessaires en mode d'emploi pour sensibiliser les interlocuteurs. On communique sur des canaux pertinents en interne. On fait un compte à rebours des reportings réguliers sur le sujet. Pendant, il faut animer aussi ces challenges quand on les fait à hauteur d'utilisateur et puis rendre ça ludique. Et après, on fait le bilan, on donne des ordres de grandeur, on récompense les meilleurs, on célèbre, on partage, on communique en interne et en externe parce que l'enjeu aussi, c'est pas seulement d'embarquer notre entreprise et ça nous servira pour d'autres engagements RSE dans l'entreprise, c'est d'engager à l'extérieur de l'entreprise d'autres sociétés, d'autres DG, d'autres collaborateurs clés qui peuvent voir les bienfaits de cette politique. Et c'est pour ça que, pour terminer le propos, j'ai envie de dire en 2023, mettons-nous-y tous ensemble. Moi, je suis prêt à animer des webinaires sur le sujet, sur les bonnes pratiques, comment on engage des collaborateurs, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement d'engager Pierre Fabre, la dynamique est déjà prête en termes de sensibilisation utilisateur, et on a encore beaucoup à faire, c'est comment on partage ces trucs et astuces-là avec d'autres entreprises. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Julien Rousseau, on reviendra peut-être avec vous tout à l'heure dans les questions-réponses avec justement d'autres questions. Et moi-même, j'en ai. Mais on va poursuivre et conclure cette table ronde avec Jean-François Capla. Je rappelle, vous êtes coprésident et cofondateur du groupe ISIA avec Fabien Madoui, je crois, il me semble. Société qui existe depuis 25 ans, 117 collaborateurs. Vous êtes en charge des activités du numérique responsable au sein de votre groupe. Et votre entreprise, justement, a été labellisée numérique responsable en 2020. Alors, peut-être tout d'abord revenir avec vous sur comment vous est venue cette vision du numérique responsable. Alors, oui, pour parler de la vision et comment c'est connecté au numérique responsable, peut-être que je vais faire un petit retour en arrière sur l'histoire de la société parce que c'est important. Vous l'avez dit, le groupe ISIA, c'est 25 ans, en fait, c'est 26 ans. Le groupe ISIA, 26 ans, c'est une éternité, hein, ce n'est pas le monde d'avant, c'était avant le monde d'avant. C'est un monde qui était à la fois très proche et très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui.
il y a 26 ans. Le GIEC existait déjà, il avait publié ses premiers rapports et qui mettait en évidence le lien entre les activités humaines, la hausse du CO2 et l'augmentation des températures à la surface du globe. Mais on parlait assez peu du sujet. Quand on en parlait, c'était plus pour questionner la véracité ou la justesse des conclusions du GIEC. Et donc, il y avait vraiment cette question, est-ce que le réchauffement climatique est lié ou pas aux activités humaines? Donc, c'était aussi une époque où les téléphones portables faisaient leur apparition et où on marchait fièrement avec notre téléphone pour pouvoir téléphoner sans être raccroché à un poste fixe ou terrasse d'un café. Donc voilà, ça c'était un monde qui est finalement très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, à cette époque, on crée entreprise avec l'idée de développer des solutions. On parlait de solutions informatiques, on ne parlait pas de digital ni de numérique, hein, avec effectivement cette notion de développement spécifique. Et puis, voilà, l'entreprise se développe. On crée une agence sur Paris, une agence sur Lyon, une agence sur Nantes. Et donc, on arrive assez vite à 50, 60, 70 salariés. Et puis, bon, voilà, 20 ans passent et là, le monde a clairement changé. On est dans un contexte qui est bousculant, qui est incertain. Le réchauffement climatique ne fait plus débat. Il est là. Quand on en parle, ce n'est pas pour savoir si on en est responsable, mais c'est pour savoir comment est-ce qu'on va collectivement réussir à adresser les objectifs des accords de Paris, c'est-à-dire diminuer par 5 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui est pas un petit sujet. Et puis Internet est arrivé, s'est connecté à nos téléphones, on est connectés tous, partout, tout le temps. Et donc voilà, il y a une révolution qui a opéré. Nous, dans ce contexte-là, on sent que ça va tanguer. Et on ressent le besoin d'ancrer le projet et de l'aligner avec nos convictions profondes et d'en faire un outil, notre groupe, au service d'une cause qui est plus grande que nous. Et c'est une manière aussi de répondre à une question essentielle qu'on se pose, qui est celle de pourquoi on se lève le matin. Donc il y a vraiment cette question du sens. Et on se dit, ben, voilà, on a besoin de clarifier ce qu'on poursuit en tant qu'organisation. Et là, on fait un travail sur la vision. Et cette vision, on l'a co-construite avec nos collaborateurs. Elle est venue finalement assez naturellement. Et c'est l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable. Donc l'intelligence collective, c'est une idée qui consiste à dire que dans certaines conditions, on peut dépasser à plusieurs la somme des intelligences isolées et qu'en coopérant, on peut arriver à adresser des niveaux de complexité qu'un individu seul ne pourrait pas résoudre. Voilà. Et c'est un ingrédient essentiel pour permettre à une organisation de s'adapter à un monde qui connaît des mutations profondes et très rapides et que ça peut être un vecteur de résilience. Et le numérique, c'est notre métier. Il porte en lui cette force de transformation qu'on connaît tous, hein, qui est incroyable, qui permet d'abolir les distances, qui permet de démultiplier les puissances de calcul et d'établir des ponts entre les individus et les savoirs. Et finalement, la promesse de notre vision, c'est de prendre appui sur ces deux piliers pour contribuer à rendre le monde plus responsable et plus durable. Et donc, une fois qu'on a posé cette vision, et j'insiste là-dessus parce que la question de la vision et de ce qu'on poursuit en tant qu'organisation est fondamentale quand on veut mettre en place une démarche numérique responsable, finalement, le pont avec le numérique responsable, là, il était évident une fois que cette vision était posée. Et c'est là qu'on a commencé nos premières actions en 2017 pour monter en compétence sur le sujet. D'accord. Première action, vous avez commencé par quoi? Eh bien, on en parlait tout à l'heure en introduction. Hein. On a eu la chance d'être dans un beau département qui est l'Hérault. Et il y avait le point de Green Concept qui avait été poussé par la CCI d'Hérault et par Christophe Hernick. Et donc, on s'est dit, c'est l'occasion de tester et sur un premier projet, de voir quelles peuvent être les actions pour réduire l'empreinte environnementale d'un service numérique. Donc, ça, c'était la première action. Et puis, ensuite, on a formé nos premiers collaborateurs à l'éco-conception de services numériques pour adhérer à l'INR que Emmanuel Laroche connaît très bien en 2019. On est devenu animateur de la signature de la charte numérique responsable en 2019 et on a été la première entreprise labellisée numérique responsable en 2020. Très bien. Aujourd'hui, ce savoir-faire-là, vous essayez évidemment de le développer auprès de vos clients? Oui, alors déjà auprès de nos collaborateurs, parce que transformer un groupe de 120 personnes, des personnes qui ont fait du développement pendant 15 ans ou pendant 20 ans, ça veut dire changer aussi des habitudes. Et là, on va parler de conception responsable ou d'éco-conception. Je préfère le terme de conception responsable. Donc, il y a vraiment ce challenge de former l'ensemble de nos collaborateurs, de faire évoluer leurs pratiques. Donc là, c'est vraiment de monter en compétence sur l'éco-conception
en mettant en œuvre des principes de sobriété, d'économie de la fonctionnalité, en mettant en place des normes de développement, globalement en faisant simple et utile. Donc ça, c'est en interne. Toujours en interne, aujourd'hui, on a un parc de 120 machines. Donc, il y a aussi cette volonté de réduire l'empreinte environnementale sur notre propre parc, en achetant notamment du matériel reconditionné. Aujourd'hui, tous les postes qu'on achète sont des postes reconditionnés. On travaille aussi à l'allongement de la durée de vie des équipements. On a une gestion aujourd'hui rigoureuse de nos D3E. Et puis, il y a aussi, on en parlait, des actions pour économiser le volume des data, et puis de s'appuyer sur du matériel labellisé ou reconditionné, ça je le disais. Et puis après, il y a effectivement, on accompagne aujourd'hui les organisations, parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui s'intéressent au sujet, pour donner quand même quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, il y a plus de 280 organisations, sociétés en France qui ont signé la charte numérique responsable de l'INR, qui est un texte non engageant, mais qui affiche une intentionnalité sur le sujet. Et il y aura 60 entreprises labellisées à la fin de l'année numérique responsable. Donc, ça donne une idée de l'ampleur du mouvement. Donc, il y a une vraie demande, mais ces entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées parce que le sujet, il n'est pas simple, il est vaste, il est complexe. Donc, nous, on intervient en tant que guide pour les aider soit à éco-concevoir leurs services numériques, pour leur montrer comment faire, mais aussi, et plus largement, pour les aider à mettre en œuvre une démarche numérique responsable à l'échelle de l'organisation. Et puis le dernier point, je dirais, en termes d'engagement et de notre politique numérique responsable, c'est d'intervenir dans l'écosystème, parce qu'on est sur un sujet qui reste malgré tout émergent. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à apprendre des autres, et on a aussi beaucoup de choses à transmettre au travers de notre propre expérience. Donc il y a cette idée de faire jouer aussi l'intelligence collective en dehors de nos murs pour faire en sorte que ça se propage et de faire monter en compétence les autres organisations sur le sujet. D'accord. Donc l'important, c'est vraiment de se poser la question du pourquoi et de la cohérence, si j'ai bien compris. La question du pourquoi, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les organisations qu'on accompagne. On a accompagné là, récemment un grand groupe immobilier, je ne citerai pas son nom, mais quand on a questionné sur le pourquoi de leur engagement sur le numérique responsable, ils ont dit, nous, on est dans une stratégie bas carbone, on veut réduire nos émissions carbone, donc on a compris qu'avec le numérique, il y avait un sujet. Et quand on leur a demandé, effectivement, parce qu'ils ont fait un bilan carbone, en gros, le bilan carbone, 97% des émissions, c'était sur la promotion immobilière. Donc, ça veut dire qu'il y avait 3% sur le reste de l'activité du groupe et donc peut-être 0,01% sur l'IT. Donc, et là, il y a cette question, à un moment donné, pour pouvoir embarquer les collaborateurs, si vous dites aux collaborateurs, on va mettre en place une démarche numérique responsable parce que ça permet de réduire les émissions carbone, mais que globalement, l'IT est qu'à 0,01%, vous n'allez pas fédérer, vous n'allez pas embarquer là-dessus. Donc, et par contre, ils ont une raison d'être autour du vivre ensemble. Et donc, on leur a dit, là, vous avez quelque chose à attraper. Donc, parce qu'avec l'inclusion et l'accessibilité, il y a des ponts à faire. Voilà. Et donc, là, on va les aider à travailler sur leur vision NR et sur leur politique NR. Parce qu'une fois qu'on arrive à connecter des objectifs d'entreprise, des objectifs stratégiques à une stratégie NR, là, vous avez gagné. Parce que les collaborateurs peuvent faire les ponts et comprennent le sens du pourquoi d'une démarche NR. Donc, il y a vraiment cette question du sens à travailler. Emmanuel Laroche, je vous fais réagir sur ce que vient de dire Jean-François. Alors sur les aspects sociétaux, clairement, c'est fondamental de réaliser que l'informatique peut avoir des impacts sociétaux positifs, bien sûr, mais aussi négatifs. Donc on parle d'inclusion digitale parce que l'informatique peut être aussi un vecteur d'exclusion. Je vais prendre quelques exemples assez triviaux, mais 6% de la population masculine souffre de daltonisme. Si on n'y prend pas garde quand on développe ces outils IT, il se peut très bien que les interfaces soient absolument inutilisables par des personnes qui ont cette forme de handicap. Il y a des handicaps physiques qui peuvent aussi entrer en compte. Et puis, sur les vecteurs de communication, si on a une personne qui est malentendante et que on a juste quelqu'un qui bouge les lèvres en face, ça ne va pas être pratique. Donc, il faut qu'il y ait des logiciels qui permettent d'avoir les sous-titres, ce que font bien beaucoup d'outils aujourd'hui. Encore faut-il choisir les bons. Donc cette dimension sociétale est très forte, j'ai envie de dire pour les utilisateurs, ça fait partie des bonnes pratiques UX UI, c'est quand même du fondamental de l'IT, encore faut-il revenir aux fondamentaux. Et puis après, il faut faire attention aussi aux impacts sociétaux que nous exportons. Je parlais tout à l'heure
alors des deux bouts en fait de la chaîne de valeur, l'extraction des ressources avec ce qu'on appelle les conflict minerals. En République démocratique du Congo, par exemple, on a des conflits armés pour aller prendre les mines, pour avoir l'argent, pour pouvoir aller acheter des armes, pour pouvoir prendre la mine d'à côté, etc. Donc ça, c'est un système qui est très, très stable et ça va nous permettre de recevoir du tantal, de recevoir du cobalt. Donc ces conflict minerals, c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler. Dans ces mines-là, souvent, c'est du travail pour enfants. Voilà, c'est des enfants qui travaillent. Donc, il y a aussi des démarches qui sont là pour éviter que les enfants travaillent, mais la situation est très complexe. Je m'entretenais avec une personne qui me disait qu'elle était allée sur place et que ce qu'elle avait vu sur place dans ces mines en RDC, c'était des gamins qui prenaient des coups de bâton par les policiers ou par les agents de sécurité parce qu'ils ne voulaient pas que les Européens ou les grands groupes puissent leur reprocher que les enfants viennent travailler. Résultat des courses, ces enfants-là ne gardent plus d'argent du tout et l'école là-bas est payante. Donc, ils se retrouvaient déscolarisés. Donc, avec des bonnes intentions qui étaient de vouloir réduire le travail des enfants, finalement, on peut aggraver la copie si on n'y fait pas attention et si on ne travaille pas avec les ONG locales pour vérifier que ce qui est mis en place à l'autre bout de la chaîne n'a pas un effet contraire à ce qu'on voudrait avoir. Et puis enfin, je parlais aussi de la fin de vie. Vous imaginez bien que dans les décharges au fond du Ghana, à ciel ouvert avec des composants électroniques. Je rappelle qu'il y a de l'ordre de 2000 substances chimiques dans un PC. Donc, les déchets électroniques, les D3E dont on parlait tout à l'heure, ce sont des déchets dangereux qui sont régis par la Convention de Bâle sur les déchets dangereux. Quand ça arrive comme ça dans des décharges à ciel ouvert, dans des zones plus ou moins lacustres, et puis qu'on a des gamins qui bossent là-dedans, je vous laisse imaginer quelle est l'espérance de vie de ces personnes-là. Donc, la dimension sociétale est vraiment très forte. On a l'impression quand même d'un grand écart totalement presque schizophrénique entre d'un côté un monde meilleur qui nous est promis par les nouvelles technologies et le numérique, notamment avec plus de facilité, et puis de l'autre côté l'impact environnemental et sociétal extrêmement fort et sur lequel on a finalement assez peu d'informations. Tout à fait, tout à fait. C'est même surprenant. Pour avoir de l'information là-dedans, il faut vraiment aller la chercher, quoi. On ne peut pas dire qu'on est matraqué par ça. Alors après, il faut se poser aussi la question de nos sources d'information sur ces éléments. Mais je reprendrai le livre de Vincent Courboulet, qui est le directeur scientifique de l'INR et qui compare le numérique à Janus, c'est-à-dire une personne à deux faces. La face la plus mauvaise comme la face la meilleure, et tout l'enjeu du numérique responsable est d'arriver à réduire le pire et à conserver le meilleur. Alors, Telman, je vais vous faire agir à votre tour. Tout à l'heure, on a vu évidemment que l'exemple de Jean-François et même de Julien sur comment on arrive à embarquer des collaborateurs dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Et je fais une petite parenthèse, je demande à Roselyne de couper son micro. Comme ça permettra de nous entendre mieux. Merci Roselyne. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Telman, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le numérique responsable puisse être plus accessible? Quel est votre sentiment sur le sujet? Alors, en fait, quand on parle d'accessibilité, il y a toute la question d'une part de l'accessibilité sociale. Emmanuel vient juste d'en parler. C'est ce qu'on assimile le plus souvent quand on parle de ça à la fracture numérique, à l'inclusivité. Ça va être les gens qui n'ont pas forcément le niveau d'études ou de compétences, en tout cas, pour utiliser un équipement informatique ou un système d'exploitation, parce qu'ils n'ont jamais appris à se servir d'un tel outil, parce qu'ils n'ont jamais été formés. Et dans l'eau, il ne faut pas stéréotyper, je dirais, les seniors. Enfin, voilà, excusez-moi pour le cliché, mais ça touche aussi beaucoup des populations qui sont jeunes. Emmanuel a dit, ça va être les individus qui ont des handicaps, donc visuels, auditifs, moteurs, qui ne pourront pas utiliser les équipements IT avec… Alors, pardonnez-moi, mais sans aller jusque-là, sans aller sur l'inclusivité, mais l'accessible au grand public, parce que typiquement, aujourd'hui, personne n'a conscience, et pourtant c'est un sujet qui est relativement récent, mais qui est quand même important, personne n'a conscience que le numérique responsable, tout le monde peut s'en occuper et s'en emparer. Tout à fait. Mais au-delà, je dirais, de l'aspect social et l'aspect technico-économique, c'est un peu quand on parle d'accès à l'énergie. Aujourd'hui, on relègue l'accès à l'énergie au second plan dans le monde parce qu'on estime que c'est acquis, en tout cas en Europe. On pense que le dérèglement climatique, c'est l'enjeu prioritaire par rapport à la transition énergétique. C'est un des enjeux.
On oublie que au Ghana, hein, que je connais bien, je dirais, voilà, dans les mines d'Afrique subsaharienne, il y a un enjeu de non-accès à l'énergie. C'est la même chose pour le numérique, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui, au-delà de l'aspect formation, handicap, inclusivité, qui n'ont pas accès aux technologies numériques, hein, parce qu'ils sont dans des territoires où les réseaux télécoms passent mal ou parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, hein, vraiment monétaires, hein, je dirais, de se procurer des équipements numériques. Alors, pour répondre juste à votre question, hein, sachez qu'il y a déjà des obligations légales, hein, en matière d'accessibilité numérique, hein, aussi bien au sein des entreprises qu'au sein de la société civile, hein, qui sont véhiculées par les pouvoirs publics. À EDF, encore une fois, hein, là, je n'ai pas prétention à être exhaustif, hein. Si je prends par exemple les outils bureautiques ou les supports de communication à destination des personnes en situation de handicap, alors que je connais bien parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont on fait la promotion à juste titre, hein, on a mis en place un référentiel de bonnes pratiques, hein, qui vont concerner par exemple tout ce qui est charte graphique, tout ce qui concerne la mise en forme, hein, des textes rédigés, hein, qu'ils soient en version numérique ou en version papier, hein, l'impression, hein, vous voyez. Ah, on ne vous entend plus. Alors, est-ce que c'est moi qui ai coupé ou est-ce que c'est Non. Non, moi je t'entends très bien, Martin. Ouais, non, c'est Telman. Alors, Jean-François voulait lever la main justement pour intervenir. On va lui laisser le micro pour le coup. Oui, mais sur la question de la formation et de la prise de conscience du grand public, c'est un vrai sujet et ça l'est aussi pour nos dirigeants et pour les élites. J'ai un exemple en tête, il n'y a pas très longtemps, c'est l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique, hein, qui était Cédrico, qui expliquait avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'aplomb, c'était une émission sur France Inter, je crois, à une auditrice, qu'elle ferait mieux pour alléger son empreinte carbone et pour préserver l'environnement, d'acheter une tablette plutôt que de lire des livres. Voilà. Alors qu'un livre, c'est moins de 2 kilos d'empreinte carbone, là où la liseuse, c'est 160 ou 170 ou 180 kilos de CO2 à la fabrication sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça et que pour qu'une tablette, quelque part, permette de compenser les livres en termes d'empreinte carbone, il faut lire au moins, parce que si on prend 3 ans d'espérance de vie sur une liseuse, il faut lire au moins 60 ou 70 livres par an, ce qui est rarement le cas. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un gros travail à faire à tous les niveaux. Et il y a une loi qui a été votée en novembre 2021, qui est la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui intègre des dispositions pour justement informer et sensibiliser le grand public et responsabiliser. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Il manquerait peut-être un référentiel global pour, comme vous dites, comparer aussi les impacts. Là, vous parlez d'un livre versus une liseuse. C'est des informations que le grand public n'a pas. Agnès Fraissinet, on a vu qu'il y avait des challenges qui étaient organisés dans les entreprises. Est-ce que la CCI participe elle aussi à des challenges pour essayer de sensibiliser les dirigeants? Pas pour le moment. D'accord. Il y a emploi, effectivement, pour que notamment on puisse expérimenter. On n'en a pas encore parlé de la fresque du numérique. J'ai vu par contre que c'était dans une des diapositives justement de Julien Rousseau et du groupe Pierre Fabre. Donc oui, effectivement, c'est un sujet, en tout cas, c'est une manière de pouvoir effectivement déjà apporter un premier niveau de sensibilisation dans les organisations sur ce sujet-là. Voilà, la question du numérique responsable et à travers donc, la diffusion de cette fresque. Après, c'est vrai qu'effectivement, au sein de la CCI, vous avez par exemple le club stratégie achat qui est assez développé sur la région Occitanie. Peut-être qu'effectivement, on voyait tout à l'heure que les achats devaient aussi s'emparer de la question. C'est peut-être aussi des échanges à avoir avec eux pour essayer de sensibiliser les directeurs des achats. Tout à fait. Oui. Je ne dévoilerai rien, mais oui, effectivement, oui. Ça fait partie des pistes que nous devons étudier, oui, bien sûr. Très bien. Julien Rousseau, pour réagir? Oui, je pensais en termes de challenge aussi. Un challenge, ça s'anime. Et donc, du coup, s'il est là pour sensibiliser le tout venant des utilisateurs que nous sommes,
À un moment donné, c'est l'occasion d'animer ce challenge avec des infographies qui attirent l'œil, avec des ordres de grandeur, de montrer effectivement des chiffres avec les 70% du coût environnemental du numérique qui sont liés à l'extraction dont Emmanuel parlait tout à l'heure. Ouais. Et c'est à travers notamment cette trame-là et ce challenge-là qu'on amène des connaissances, qu'on amène de la formation et qu'on donne envie d'agir à tout niveau dans l'entreprise. Vous dites d'ailleurs que le numérique responsable, c'est un peu l'engagement RSE ultime. C'est pas ultime, il est universel. Ça ne veut pas dire ultime. Ça veut dire que nous sommes tous, à titre professionnel et personnel, quels que soient nos secteurs d'activité, des usagers du numérique. Donc nous avons une forme de pouvoir d'agir à notre échelle, dans nos métiers, dans notre vie personnelle, pour réduire notre empreinte, voire pour, en fonction de nos métiers, une plus grande inclusivité sur ce sujet-là. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Yann, mais juste avant de passer la parole des questions avec le public, j'aimerais poser une dernière question à tous nos intervenants. C'est finalement, quels conseils tous vous donneriez à une organisation, une collectivité, une PME qui souhaite s'emparer du numérique responsable? Quels conseils, peut-être même au pluriel, vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer dans le sujet? Alors, on peut peut-être commencer par M. Laroche. Oui, le premier conseil que je donnerais, c'est de travailler sur la formation. On l'a vu, les choses ne sont pas évidentes. Je pense que Telman a été coupé au moment où il comparait le qu'il est revenu papier parmi nous, d'ailleurs. On va pouvoir lui repasser la parole. Au moment où je pense qu'il était en train de comparer le papier et le numérique, savoir si c'est mieux d'avoir une version digitale ou une version papier, en fait, la réponse n'est pas triviale. La seule réponse qu'on peut faire, c'est ça dépend. Ça dépend de la fréquence de lecture, ça dépend du format, ça dépend de tout un tas de choses, ça dépend si c'est du papier recyclé, s'il est blanc, voilà. Et donc, la compétence, les sciences environnementales sont de vraies sciences, ce sont des sciences dures. On a parfois la vision qu'avec un peu de bon sens, on arrive aux conclusions et que ça ira dans le... Voilà, ça ne peut pas être pire que si c'était... voilà. Donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que le changement climatique est le problème le plus systémique et le plus complexe auquel l'humanité n'ait jamais été confrontée. Donc croire qu'on va répondre à ça et qu'on va être à la hauteur des enjeux avec un peu de bon sens et 3 règles de 3, c'est croire qu'on va montrer l'Everest en short, en tongs et puis avec 2 fourchettes à la main à la place des piolets, quoi. Il y en a qui ont essayé. Ils ne sont pas allés loin. Bon, c'est sûr. Très bien. Donc évidemment, la formation, ça c'est votre conseil, Emmanuel Laroche. Agnès Fressinet? Oui, moi je resterai sur la sensibilisation à travers d'ateliers d'ateliers pédagogiques tels que j'avais déjà parlé. C'est pas que je veux faire de la pub pour la fresque du numérique, mais en tout cas, c'est un déjà bon moyen, en tout cas ludique, de sensibiliser aujourd'hui la plupart des personnes sur le sujet du numérique responsable. Et de pouvoir les amener peut-être un peu plus loin dans une démarche un peu plus approfondie. Très bien. Telman, est-ce que vous nous avez retrouvés? Vous êtes là? Oui, tout à fait. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que Zoom me fait ça. Donc, écoutez, les conseils, donc, évidemment, la sensibilisation. Je dirais que par rapport à... Alors, pour l'entrepreneur, je ne sais pas, mais en tout cas pour une entreprise qui aurait déjà, je dirais, une politique SI depuis quelques mois, quelques années, se poser la question justement du renouvellement des matériels. Est-ce que renouveler le matériel à une fréquence peut-être trop rapide, là où on avait un téléphone il y a collaborateur il y a encore 15 ans qui durait 4, 5, 6 ans, parfois plus. Aujourd'hui, c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et il y a une expression en anglais, c'est if it ain't broke, don't fix it. Si ce n'est pas cassé, est-ce qu'on a besoin de le réparer, quoi? Est-ce que si ce n'est pas cassé, est-ce que si ça marche encore plutôt bien, on a besoin de le renouveler? Donc, en fait, je dirais mettre en place une politique qui permet de faire durer les équipements technologiques qu'on utilise le plus souvent possible, de ne pas forcément se soumettre au diktat, je dirais, du marketing, d'avoir forcément le dernier équipement IT à la mode parce que tout le monde a ça. C'est une tentation qui est très grande. Et à partir de là, faire en sorte que les collaborateurs puissent être engagés dans cette démarche-là et comprendre pourquoi on le fait. Donc, ce qui rejoint les questions de sensibilisation. Mais sur la politique SI, le hardware, le software, c'est aussi valable pour les applications. C'est peut-être une des premières démarches qui est facile à mettre en œuvre et qui peut avoir un impact non négligeable.
Bien, oui, c'est vrai que l'analyse du cycle de vie, c'est un élément assez important pour tous les appareils et tous les patrons, pour les entrepreneurs. S'interroger là-dessus, c'est peut-être aussi un des b.a.-ba importants. Merci tellement pour ce conseil. On va poursuivre avec Julien, peut-être. Est-ce que vous pouvez répéter du coup la question? Je pense que c'est important de la remettre. La question, c'est quel conseil vous donneriez à un entrepreneur ou un responsable de collectivité qui veut réellement s'emparer de ce sujet du numérique responsable? Donc là, ça veut dire qu'il est déjà lui-même sensibilisé. C'est-à-dire que là, on part où la Oui, direction pardon, et c'est vrai. voilà, moi je dirais dans une organisation, comment fait-on pour engager une démarche numérique responsable? Ouais. Là, ce serait déjà engager la direction générale, identifier et engager les partenaires clés, la direction informatique, le business quand il y en a, et puis engager les collaborateurs. Et donc, agir à ces différents niveaux de l'entreprise. Moi, je garde l'image des poupées russes sur le sujet. Et ensuite, identifier dans votre organisation des salariés, quels qu'ils soient, qui sont engagés sur cette thématique, qui vont se révéler dans un challenge, les mettre en lien, communiquer sur les impacts, profiter pour donner des ordres de grandeur et capitaliser sur ce retour d'expérience et ce challenge pour engager la dynamique avec les forces vives que vous aurez identifiées. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi une partie du slide que vous nous avez présenté tout à l'heure. Et j'en profite pour dire au public que si vous souhaitez avoir les présentations de nos intervenants, c'est tout à fait possible. Il faudra passer par Yann, Peter, justement, pour les avoir. Merci beaucoup, Julien, pour ce conseil qui, effectivement, qui coule de source, mais qui n'est pas si simple que ça. On va terminer justement ce tour de table avec Jean-François. Oui, alors je souscris à tout ce qu'a dit Julien, je trouve ça super pertinent. Je reviens, ça a été dit, mais c'est important de le redire, c'est la question de la sensibilisation. On ne fait pas avancer les gens avec la contrainte et des ordres et des obligations. Les gens sont intelligents quand ils ont compris, quand on diffuse les savoirs, la connaissance et la conviction sur ce sujet. C'est un vrai moteur pour mettre les gens en mouvement. Et c'est quelque chose qui vient aussi nourrir la fierté en interne, à un moment donné, d'agir sur des sujets qui ont du sens et pour des causes qui sont un petit peu plus grandes que nous, parce qu'on parle juste de la préservation de notre planète et de la vie sur Terre. Après, par rapport effectivement à ce qu'a dit Julien, peut-être que je compléterai. Évidemment, l'impulsion du top management, c'est indispensable. On voit que les organisations où il n'y a pas un sponsorship au plus haut niveau, ça ne fonctionne pas bien. Il y a cette question aussi de savoir d'où on part et d'avoir un autodiagnostic. Parce que pour pouvoir construire une trajectoire et mettre en mouvement, c'est bien de savoir d'où on part. Pour ça, il y a des outils d'autodiagnostic, mais ça peut être aussi fait en état accompagné. Et puis, à partir du moment où on sait d'où on part, c'est bien d'avoir un objectif qu'on partage, une stratégie NR claire, posée et partagée. Et c'est ce qui va permettre après d'outiller la démarche et de définir, j'allais dire, une feuille de route qui fera sens entre un point de départ et un objectif qu'on va se fixer. Je rajouterai aussi peut-être le fait d'y aller progressivement, de commencer par des actions simples. On en a cité plein aujourd'hui. L'achat de matériel reconditionné ou allonger la durée de vie, c'est des choses qui sont faisables, ce n'est pas inaccessible. Pour aussi contribuer à créer une dynamique et montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et de communiquer dessus pour créer une dynamique en interne et montrer que tout ça, c'est très concret et que c'est actionnable. Et puis, un autre point, et ça, c'est cher à Isia, mais je vois à quel point ça peut être puissant, c'est la question de l'intelligence collective et d'impliquer les différentes parties prenantes dans la construction de la démarche. Parce que si c'est un plan qui est pensé par deux personnes, de la RSE ou de l'IT, c'est beaucoup moins puissant que si c'est co-construit, parce que la co-construction permet aussi aux parties prenantes d'être associées et de s'approprier, et puis d'être des ambassadeurs dans l'organisation de ces sujets, qui est un sujet complexe, passionnant, mais systémique, et la mise en mouvement des différentes parties prenantes se fera d'autant mieux qu'on aura cette co-construction. Et puis, effectivement, après, c'est d'y aller de manière continue, progressive, et puis de mesurer pour voir ce qui marche moins bien, et puis corriger ce qui ne marche pas bien et capitaliser sur ce qui marche. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez de co-construction, donc j'en refais encore un clin d'œil pour Agnès Fressinet. À la fin, fresque du climat, elle-même, évidemment, qui est co-construite. Y a-t-il des questions-réactions dans la salle pour nos intervenants? Le public a été extrêmement sage, et c'est vrai qu'en visio, ce n'est pas si simple de réagir. Mais là, voilà, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants de ce soir?
Alors, il n'y a pas forcément de questions remontées par le chat, mais on va pouvoir ouvrir les micros. Ça sera peut-être plus interactif et plus convivial. Moi, avant ça, j'avais une réflexion. Je crois vraiment à la sensibilisation, et c'est aussi ce qu'on a essayé de mettre en place dans nos expérimentations. Mais de l'autre côté, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un effort à faire pour côté État pour essayer non pas de contraindre, parce que la contrainte est forcément pas toujours évidente à mettre en place, mais pour inciter un peu plus les gens à aller vers ça, inciter les entreprises. Les lois à quel niveau sont les lois aujourd'hui? Et est-ce qu'on ne tendrait pas vers quelque chose comme un petit peu les démarches qualité qui sont au début perçues comme une contrainte, mais au final, à l'arrivée, véritablement bénéfique et profitable pour l'entreprise? Et ça, Alors, c'est une question ouverte à tous. peut-être Emmanuel Laroche va pouvoir répondre, mais Ouais. juste un élément d'information. On a depuis peu un indice de réparabilité sur les appareils numériques. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Sur une partie. Hein. Je crois qu'il y a 5 types d'équipements qui l'ont, machine à laver, smartphone. Voilà, ça reste encore assez restreint comme champ d'application. Alors, il est prévu de l'étendre, mais pour Alors, l'instant, sur justement le travail des pouvoirs publics, Emmanuel Laroche. Alors, sur les aspects réglementaires, la première chose, on est en plus dans le cadre d'une discussion sur les collectivités locales, la bonne nouvelle, c'est que la réglementation, elle est là. Hein. La loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la loi REEN, elle va s'appliquer d'abord au secteur public. Et là, c'est à peu près bien défini. Il n'y a pas encore les décrets d'application, etc., mais on commence à avoir les dates. À partir de 2024, il faut que toutes les collectivités locales, territoriales, mairies, etc., aient communiqué un plan d'action. Donc, voilà. Alors, le plan d'action, il faut savoir comment le construire, d'où ce dont je parlais tout à l'heure sur la formation, parce qu'attention, on peut très bien prendre des décisions qui vont aggraver la copie avec les meilleures intentions du monde. Par exemple je dis que je vais tout digitaliser parce que comme ça, je vais réduire mes impressions. Si vous faites honnêtement ça, vous allez mesurer vos impressions, vous allez voir qu'au début, vos impressions vont augmenter. Alors peut-être qu'après, elles vont baisser, mais parce que l'IT est plein d'effets rebonds. Donc dès qu'on fait de l'efficacité quelque part, en général, on peut être sûr, on a un effet rebond derrière. Je vais prendre un autre exemple qui est polémique, mais je suis désolé, je ne peux pas y couper, c'est la 5G. On peut communiquer en disant la 5G, c'est 2 fois moins consommateur au mégaoctet de données. D'accord, sauf que la 5G est là pour qu'il y ait 10 fois plus de données. Donc au final, elle impactera plus, d'une part, et puis d'autre part, elle ne vient même pas à la place de la 4G, elle vient en plus. Donc voilà, les effets rebonds, on les a partout. Et j'ai vu déjà des plans d'action où on disait, moi, je mets mon plan d'action sur la 5G. C'est mal parti là. Donc voilà, cet aspect-là est très fort sur les enjeux qui vont être dans l'IT. Il faut quand même mesurer aussi cette complexité et donc avoir des personnes qui ont des compétences en IT fortes. On peut avoir des tentations fortes de partir sur le cloud. Aujourd'hui, dire si le cloud impacte plus ou moins que du on-premise, c'est une question qui est très très compliquée. En termes d'analyse cycle de vie, on manque de données. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a rien qui nous dit que ça impacterait plus. Par contre, le risque d'effet rebond est fort. Donc, il peut y avoir des éléments. Par exemple, si l'utilisateur final paye son cloud, il y a des chances quand même qu'il fasse gaffe à ce qu'il va payer. Donc, il y a des bonnes pratiques là-dessus. Puis après, il y a des synergies. Hein. Tout à l'heure, on en parlait sur le parallèle avec la qualité. Hein. Puis je reviendrai un petit peu sur la réglementation. Informer, c'est bien. Sensibiliser, c'est bien. On va recevoir, grâce à la réglementation, nos données, les quantités de données consommées sur nos abonnements de smartphones. Je ne sais pas à qui ça va vraiment parler. Les personnes vont recevoir tant de kilos de CO2. Bon, et alors quoi? Donc, il faut aussi faire un effort de pédagogie, de dire, voilà, un Français moyen, c'est 10 à 12 tonnes quand on met ses achats. Il faut arriver à diviser par 6 d'ici 28 ans maintenant. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, il faut trouver un moyen de réduire de 5 à 6% nos émissions. C'est ce qui a été atteint par le Covid en 2020. Et ça n'a pas été durable. 2021, on était revenu avant. Or là, il faut qu'on trouve 5 à 6% tous les ans et que tous les ans, on trouve un truc qui tape aussi fort par-dessus. Donc ces ordres de grandeur-là, il va quand même falloir les sortir et faire des plans d'action qui soient en ligne avec ça. Donc quand je parlais de monter l'Everest, ouais, c'est ça qui est en face de nous, quoi.
sur les enjeux de la réglementation, il y a des choses qui sont en train de bouger. On voit que les opérateurs vont avoir des obligations. La loi Rennes, avant qu'elle soit appliquée au secteur public, au secteur privé, pardon, je pense qu'il y a encore un petit peu d'eau qui va couler sur les ponts, mais j'ai compris que cette loi, elle est déjà passée de justesse. Ça a été un combat d'arriver à la faire passer. Jean-François, je vous vois très agité. Vous voulez réagir également? Non. Aujourd'hui, en fait, la réglementation, elle tend à sensibiliser, à informer et à responsabiliser. On est plutôt dans des choses qui sont de l'ordre de l'accompagnement. Moi, je pense que par rapport à ces sujets-là et par rapport à l'urgence à laquelle on doit faire face, je pense que le fait de faire reposer la responsabilité sur les individus en leur demandant de ralentir et d'avoir un usage raisonné, je pense que ça ne sera pas suffisant parce qu'on le voit avec la voiture. À un moment donné, quand on a vu que la voiture pouvait être létale, on a mis un code de la route, on a mis une réglementation, on a mis des règles qui étaient des règles contraignantes. Et je pense que pour le numérique, il y a quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez votre robinet d'eau qui coule chez vous, vous payez à la consommation effectivement de ce que vous consommez. C'est vrai pour l'électricité. Aujourd'hui, pour les data et pour le numérique, c'est open bar. À un moment donné, il y a quelque chose qui va devoir s'aligner d'une manière ou d'une autre pour mettre un petit peu de cohérence et d'amener surtout de la sobriété parce que c'est la clé de tout. Très bien. Alors peut-être au lieu de faire réagir, Yann, est-ce qu'il y a d'autres questions, des réactions? Il n'y a pas forcément, sur le chat, il n'y a pas de réaction, mais on peut permettre maintenant peut-être aux gens d'ouvrir les micros et à tour de rôle s'il y a besoin d'intervenir. Et on remercie Muriel Biasato pour son commentaire très sympathique sur le chat. Alors, est-ce que nous avons des questions, réactions parmi nos intervenants? Oui, bonjour. Oui. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour, je suis Eric Guéraud, donc directeur de l'ISIO. Donc, merci beaucoup pour tous ces témoignages et ces interventions qui moi, me parlent beaucoup parce qu'en fait, c'est notre quotidien. L'ISIO, on est une société de Castres où on développe des solutions justement pour lutter contre favoriser l'accessibilité numérique, notamment sur le web, et aussi réduire l'impact carbone du web. Donc, forcément, tous vos témoignages me touchent. L'aspect des lois, donc c'est pour revenir sur ce dernier sujet, les lois c'est bien, mais c'est vrai que c'est limité. On a l'exemple des lois pour rendre les sites web accessibles. Il y a notamment une loi qui date de 2005 qui oblige les sites web publics à être accessibles. Et en fait, aujourd'hui, 17 ans après, seulement 2% des sites sont conformes à la loi. Donc, on voit que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Mais il faut vraiment continuer à éduquer, à sensibiliser, à montrer vraiment la problématique pour que les gens adhèrent à toutes adhèrent, nous rejoignent sur ces questions-là. Donc, en fait, chez Lisio, on propose des solutions notamment une solution qui s'installe sur les sites web et qui va permettre au site d'adapter dynamiquement sa structure et son affichage aux difficultés et aux handicaps des personnes. Et on a une autre solution aussi qui va permettre de mesurer l'impact carbone du site dans le temps et de pouvoir en fait conseiller les propriétaires de sites pour réduire cet impact, mesurer ces réductions-là et le restant de pouvoir, on va dire, le neutraliser ou le compenser via des partenariats avec des ONG, des associations qui font des puits carbone. Et en fait, dans toutes nos démarches avec des professionnels du web, on est confronté à un principal problème, c'est que les agences web, les centres d'enseignement des webmasters, des informaticiens et autres, en fait, ont très peu connaissance des problématiques. D'un côté, de l'accessibilité, des problématiques d'accessibilité au numérique, et de l'autre côté, de l'impact carbone du web. Et ce sont des professionnels. Ce sont eux qui construisent les sites, ce sont eux qui forment les futurs développeurs. Et je ne parle même pas vraiment des propriétaires de sites qui se fient à ces personnes-là comme experts. Donc, on voit que la marche est très haute encore. La sensibilisation, il faut continuer. Il faut que ce genre d'événements comme
qui est organisé comme ce soir se multiplient pour sensibiliser le plus grand nombre. Y compris les prescripteurs. Voilà, c'est ce qu'on a bien compris avec votre témoignage de ce soir. Merci beaucoup. Qui veut réagir peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit? Votre témoignage n'amène pas de réaction, mais ça veut dire que tout le monde a peut-être dire que oui. C'est Emmanuel, mais sur le fait que les prescripteurs aient un gros pouvoir, c'est vrai. Et il faut le garder en tête, c'est-à-dire que très souvent, on dit oui, mais en fait, nous, on est client final, on a peu d'influence, c'est pas nous qui fabriquons les équipements, etc. C'est un peu se réfugier dans la facilité d'avoir ce genre de comportement. C'est nous qui achetons les équipements et c'est nous qui sommes capables de demander si on veut des écolabels sur ces équipements, si on veut un maintien de la durée de vie sur le long terme. Et je vais prendre l'exemple allemand. Le gouvernement allemand, puisqu'on va sortir un petit peu de la réglementation française, le gouvernement allemand est en train de vouloir faire passer une loi pour maintenir les operating systems, donc les systèmes d'exploitation sur les smartphones, que ça passe de 4 ans à 7 ans, donc presque doublé. Bon, levé de bouclier, vous imaginez des opérateurs qui vendent des téléphones. Bah oui, mais n'empêche que ça serait une très très bonne option pour lutter contre l'obsolescence. Et encore une fois, arriver à des synergies entre qualité, cybersécurité. On n'a peut-être pas assez parlé sur les enjeux de la data, la sobriété sur la data sera aussi bénéfique d'un point de vue cybersécurité et d'un point de vue souveraineté des entreprises. Donc ces synergies-là sont importantes et lutter contre l'obsolescence, ça va être un mot très important. Et quand on est un grand groupe, bah, ce n'est pas comme quand on est un individu. Et quand on est un grand groupe qui se fédère avec d'autres grands groupes, par exemple au sein d'INR, mais il y a plein d'autres forums tout aussi valables, et ben on a un moyen d'influence. Je pense au SIGREF qui a envoyé un courrier à Microsoft pour dire que c'était bien de faire des super corporate sustainability reports, mais que si Windows 11 nous crée une obsolescence qui allait nous coûter un pognon de dingue, ça n'allait pas dans ce sens-là. Et pareil vis-à-vis de SAP, là, il n'y a pas très longtemps, qui s'est fait épingler sur le fait de nourrir de marchés un peu captifs. Et là, très clairement, en termes de numérabilité, en termes de numérique responsable, les business models qui aujourd'hui sont basés sur l'obsolescence ou sur les effets rebonds vont avoir du souci à se faire à long terme et à moyen terme, j'espère. Très bien, merci pour ce commentaire. Qui d'autre veut réagir? Je rajouterais juste au propos d'Emmanuel que la sobriété sera choisie ou subie. Donc c'est pour ça aussi qu'ils auront des soucis à se faire. Ouais. Parfait. Est-ce qu'on a un autre commentaire ou une dernière question peut-être dans la salle, dans l'assistance? Je ne crois pas. Je crois que ça a été très clair. Alors peut-être Yann, on va enchaîner parce qu'on a parlé du témoignage de grands groupes, mais il y a aussi eu au Syncast Technopole une expérimentation auprès de petites entreprises. Oui, on a voulu expérimenter, puisque la première étape, ça avait été de sensibiliser, hein, on est tous d'accord avec ça, et puis rapidement après, on a voulu mettre en pratique pour toucher du doigt et permettre à des structures de toucher du doigt et d'expérimenter des gestes simples en matière de sobriété. Je vais partager juste une petite slide qui synthétise un peu le programme qu'on a fait expérimental avec... en gros, ça regroupe 5 structures du bassin Castres-Mazamet qui ont contribué. On avait décidé de travailler en fait sur des choses simples, hein, le poids des mails, même si on sait que c'est pas ce qui va changer la face du monde, mais c'est des gestes simples à mettre en pratique et assez, on va dire, collaboratifs entre guillemets. Donc ça permettait d'avoir une émulation à ce niveau-là. Un axe sur le nettoyage des serveurs, je pense que vous voyez mon écran. Et un troisième axe sur la revalorisation des vieux équipements informatiques, soit par on va dire revalorisation à proprement parler, remise à neuf, soit du démantèlement et la récupération des composants. Donc on a fait participer 5 structures. Donc nous, la Technopole, on y a participé aussi. La société Lysio a contribué également au sujet. Et je crois que la société Biproject, qui est également connectée, a participé entre autres. Donc, au final, c'est une petite vingtaine de collaborateurs qui ont joué le jeu de cette expérience sur une semaine. Et on a pu mesurer quand même des choses assez significatives, notamment au niveau des mails. On s'est rendu compte qu'avec une prise de conscience et quelques bonnes pratiques à s'appliquer,
et de façon durable, pour le coup, on arrive à réduire considérablement le poids de ces envois de mails. Et de suite, quand on additionne les uns et les autres et qu'on le lisse sur une année, on voit qu'individuellement, l'effort est faible, mais que le résultat collectivement est quand même assez significatif. Donc, puisqu'on a contribué, si on lisse notre performance collective sur une semaine, si on la lisse sur une année, on contribue quand même à une réduction de près de 139 kg d'équivalent CO2, ce qui est loin d'être négligeable. Sur la partie nettoyage des serveurs, on a fait aussi ce petit travail-là. Alors, il n'a pas été fait par forcément toutes les structures, mais ça prend un peu de temps. C'est sûr que le nettoyage et le tri et l'obligation de se replonger dans des vieux dossiers, c'est assez chronophage, plus que la gestion des mails. Mais effectivement, ça a aussi des effets assez immédiats, hein. Ne serait-ce que faire le tri, comme le disait Julien tout à l'heure, des personnes qui changent de service et qui suppriment leurs données ou qui font ce petit nettoyage au moment d'une transition, ça a des effets importants et ça libère de la place. Donc, c'est un effet domino, hein, mais effectivement, c'est plutôt vertueux. Et bon, sans revenir sur le poids de ce qui est équipement informatique, on a organisé aussi une petite collecte. On a récupéré plus d'une quinzaine de kilos de matériel informatique. Et quand on sait ce que ça représente en termes d'extraction et d'impact à ce niveau-là, on sait que ça pèse assez lourd aussi. Donc, à petite échelle, on avait voulu illustrer ce que EDF avait fait en interne au sein de leurs équipes. L'idée, c'est qu'un programme comme ça, on puisse, après l'avoir testé, nous, très localement, on puisse lui donner une chance de voir le jour à plus grande échelle dans les années qui viennent. Mais on s'est aussi rendu compte à quel point c'était dur de recruter des entreprises pour ces expérimentations et à quel point même les entreprises qui étaient partantes pour le faire ont eu du mal à recruter un nombre suffisant de collaborateurs en interne. Parce que je ne vous cache pas que pour le coup, alors à l'exception peut-être de l'ISIO où 100% des gens de l'entreprise ont collaboré, puisque très sensible à la démarche, on a eu plus de mal à avoir une participation à 100% dans les autres structures, parce que c'est du temps, parce que c'est de la culture. Et donc, effectivement, le poids de la sensibilisation est encore apparaît plus que nécessaire. Voilà, c'était juste un petit retour d'expérimentation qu'on a pu mener et qu'on essaiera au mieux, avec le soutien d'EDF, de faire perdurer dans le temps. Donc, il va y avoir une suite à cette expérimentation, c'est bien ça, hein. Mais on l'envisage. Après, il faut toujours analyser, toujours analyser un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi ces chiffres sont ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, si ça soulève des interrogations d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas, ou des suggestions d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et peut-être qu'avant aussi d'oublier, la société Biproject qui est connectée aura peut-être aussi un mot à dire. Eric a témoigné au sujet de l'ISIO et en présentant un petit peu leur activité. Peut-être que Julien ou Valérie, vous voudrez prendre un peu la parole pour présenter votre démarche, parce qu'on a parlé de grands groupes, ça marche aussi pour les PME. Donc, qu'est-ce qui vous avez, vous, incité à venir faire l'expérimentation avec nous? Merci, j'en profite Yann pour te dire que tu as un très beau maillot d'air, toi, quand même. Nous, de notre côté, on a fait, mon associé Valérie, là, qui est connectée, a utilisé la calculette de Julien et on a nettoyé nos serveurs justement après le challenge, même si on ne s'était pas mis à ce challenge pour le serveur. Et on a économisé quand même 300 gigas. Alors, on s'est mis autour de la table et en 2 heures, on a supprimé des données qu'on avait depuis X années, quoi. Donc, 300 gigas en 2 heures. Donc, ce qu'on fait nous aussi, c'est que, par exemple, on a des serveurs où chaque année, donc c'est un gros archivage de vidéos pour un club renommé de rugby. Ils ajoutent des photos, des vidéos. Et donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on n'augmente plus de 1 Tera. Maintenant, on leur demande, tous les 3-4 mois, on leur demande de supprimer des vieilles vidéos qu'ils n'utilisent pas, justement pour arrêter en fait l'escalade de ces datas. Après, donc, chez Biproject, ce qu'on a fait aussi, c'est des ordinateurs, je ne sais plus quelle entreprise l'a dit, ordinateurs et téléphones reconditionnés. Donc ça, on y travaille avec Benoît. Quand Julien disait qu'il fallait vraiment trouver dans l'entreprise, donc nous, on a Benoît qui pousse avec nous.
Donc, nous, la direction et Valérie, voilà, on impulse ça. Et après, on a des ambassadeurs comme Benoît qui, lui, après, redistribue dans l'équipe et fait avancer les choses. Ensuite, on a quelques outils, donc, en plus de l'outil d'Eric Lisio, donc on a mis sur notre site, que j'ai du mal à commercialiser. Parce que les gens ne sont pas prêts. On utilise aussi le navigateur Ecosia, on utilise Smash pour les emails, qui a beaucoup de pièces jointes. Voilà, donc on essaie de mettre en place et d'impulser un peu les choses. Outre les sites, donc on peut créer les sites vitrines, on utilise des serveurs green et on avance sur l'éco-conception de logiciels. Notre problème, on en a parlé cet après-midi avec Yann, notre problème, nous, informaticiens, c'est qu'on a été élevé à toujours plus de données, toujours plus de CPU, toujours plus de data. Et donc, j'ai du mal à impulser mon équipe à dire, voilà, attention, faites attention maintenant à ça. Donc, c'est un travail quotidien et en disant, voilà, maintenant, faites attention aux requêtes que vous utilisez, faites attention aux données, où c'est que vous les envoyez, évitez les échanges de données. Voilà. Donc, c'est pas facile et je rejoins Eric. C'est vraiment pas facile, nous, en interne, de faire avancer les choses et pourtant, on est censé être des spécialistes. Donc, la démarche actuelle, nous, plus générale RSE, donc on est en train de créer notre dossier RSE parce que je suis d'accord, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, où on va être contraint à un moment donné. Donc, on va être contraint. Donc, nous, on fait l'effet inverse, on s'y prépare. Ça fait 3 ans qu'on y bosse. On s'y prépare, on avance doucement, mais on avance. Donc, on va faire notre dossier RSE. Ensuite, on va faire notre bilan carbone et ensuite, j'irai voir Julien Rousseau pour définir nos mesures mesurables qu'on pourra mettre et qui m'aident un peu à accélérer derrière dans l'équipe et qui me donnent des trucs et astuces. Je ne sais pas si Valérie, tu as quelque chose à rajouter. Non, apparemment pas. Très bien. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut tuer la loi de Moore également. Parce que c'est celle-là à laquelle vous avez été seriné pendant des années, voire des décennies. Tout à fait. Peut-être. Moi, je crois qu'il faut se féliciter quand même de la démarche parce qu'elle a au moins le mérite d'avoir existé, de nous avoir réunis. Et j'ai déjà, moi, en tête de faire quand même le bilan de tout ça et puis de penser à l'avenir parce que je crois qu'il ne faut pas en rester là. Hein. Bon, moi, ce que je retiens, c'est à travers l'Oxy Clean IT en interne et puis le Challenge Green IT Town, c'est qu'il faut vachement évangéliser, quoi. J'ai l'impression qu'on est presque des précurseurs et que la route est longue, mais finalement, moi, c'est pas mon domaine de spécialité, mais j'ai acquis pas mal de connaissances. Donc aujourd'hui, quand j'en parle avec d'autres, modestement, je crois savoir de quoi je parle. Et donc, je porte un message. Et l'idée, je pense que c'est peut-être que collectivement, on sera peut-être amené à faire des choses ensemble pour le coup d'après, quoi. Hein, parce que les enjeux sont considérables et j'y crois, tout simplement. Très bien. La route est longue, mais la pente sera rude, comme disait un certain ancien Premier ministre. En tout cas, merci beaucoup. Pour faire Yann, simple, c'est vrai que ce qu'on a là autour de cette visio et qui aurait pu être en présentiel, c'est une forme de communauté. Là, c'est beaucoup d'acteurs locaux et on voudrait que cette communauté grossisse et que localement, on en parle et que ça grandisse petit à petit. Donc, cette expérimentation, elle a eu au moins le mérite de consolider des sentiments qu'on avait auprès des uns et des autres, de donner des pistes. Et je pense qu'elle ne peut que grandir. Et je pense qu'on sera tous un peu ambassadeurs de ce message-là. Comme l'a dit Marc, il faut en parler autour de soi. Et puis nous après, à nous de mettre des challenges, des éléments pour stimuler un peu les gens et piquer leur curiosité. Et faire peut-être des réunions assez récurrentes pour qu'on puisse augmenter notre communauté. Un peu comme on l'avait fait, tu sais, au niveau de la communauté du numérique. Exactement. On pourrait très bien créer une communauté et avoir d'autres acteurs, pas que ce qui est bien, c'est qu'autour de la table, il n'y a pas que de l'IT. Donc ça, je trouve ça génial. Et j'en ai parlé hier, j'étais sur Rhodes, j'en ai parlé. Et il y a une qui serait intéressé, j'ai indiqué un peu ce qu'on faisait. Et franchement, les gens ont dit, ouais, mais c'est bien, vous bougez, quoi. Et il faut qu'on se bouge et qu'on communique dessus.
comme je te dis, ça réunit, il faut qu'on fasse des articles de presse, qu'on bouge et après qu'on rassemble au fur et à mesure, quoi. Emmanuel Laroche, je voulais prendre la parole. Oui, juste pour mentionner que Castres, vous êtes à peu près à mi-chemin entre Montpellier et Toulouse. Et le 7 octobre, si ma mémoire est bonne, mais c'est peut-être le 6, il y aura le Green IT Day à Montpellier qui est organisé par Digital 113, qui est le cluster du numérique de la région Occitanie. Donc, c'est l'occasion justement de promouvoir une prise de conscience et disons de s'approprier ces sujets au sein de réseaux locaux et régionaux qui sont efficaces et résilients. Et cette année, il devrait y avoir Phoebe Weeks en invité. Et l'année dernière, c'était aussi très, très intéressant. Je trouve que les intervenants sont vraiment de qualité. Et c'est vraiment un événement qui est organisé à Montpellier par Digital 113, mais qui a aujourd'hui une résonance nationale, et voire en Belgique et en Suisse. Donc, merci Emmanuel d'en parler. Ouais, il était question qu'on puisse faire peut-être un petit retour d'expérience sur notre modeste expérimentation locale. On est en discussion avec Anne de Digital 113 là-dessus, mais effectivement, on a un écosystème en Occitanie qui est moteur dans ce domaine-là, donc autant capitaliser, ouais, effectivement. Merci beaucoup. Très bien, je vous propose peut-être de conclure. On arrive à la fin de cette table ronde et de cet échange. Moi, je remercie personnellement tous les intervenants pour la qualité des explications et des présentations qui ont eu lieu. Puis Yann, je te laisse la parole. On en parlera sans doute et je fais une petite parenthèse pour vous dire que le 16 novembre à Toulouse, à la Cité, il y aura un 2-3 climat et le Height for Climate. Et je pense que le numérique responsable fera partie des thématiques qu'on abordera assurément. Voilà, Yann, je te laisse le micro. Merci Martin. Merci. Moi, je ne vais pas en rajouter. Hein. On s'est tout dit. Moi, encore une fois, merci à tous pour votre disponibilité, votre réactivité, la facilité qu'on a eu à trouver ensemble les angles de discussion autour de ce sujet passionnant. 1h30, c'est toujours trop court. Hein. Je pense que vous en avez encore beaucoup plus à dire. Mais voilà, on est c'est les premières graines qu'on sème. Je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, j'espère peut-être avoir à vous ressolliciter si on veut continuer à évangéliser. Mais merci à tous. Ah, Jean-François. Et merci vraiment pour les présentations parce que c'est très clair et concret. Et c'est la première fois où j'ai des intervenants aussi concrets et dans l'action. Juste, je voulais compléter, on organise un webinaire le 28 juin, comment mettre en place une démarche numérique responsable au sein d'une organisation. Voilà, pour prolonger, pour ceux que ça intéresse, on est complètement dans le sujet par rapport à ce qu'on a. Si tu veux me faire passer le lien, les infos, Jean-François, je relayerai aux gens qu'on a dans notre communauté. Et aux journalistes. D'accord, merci. Et on suivra. Ça marche. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.